Pacato, Salam, ça va? ça va très bien et toi? Ah, ça va. Petit drama qui vient de se passer. Ouais. Ah bon? Voilà. Ouais, on m'a Ben je menacé, sais. moi et d'autres, sortiraient pas des vidéos parce que les gens ont dit des dingueries et ils assument pas. Ça c'est monnaie courante, non, dans notre routine sur TikTok. Exactement, exactement. Moi je t'ai Voilà. monté parce que y a quelque chose qui m'intéresse. Tu m'as dit, je propose quelque chose derrière ma critique, Ouais. mais je veux savoir, Ouais. cette proposition, elle prend quelle forme? Parce que dans nos sociétés, que ce soit la société canadienne ou française, que la religion soit là ou pas là, tout continue à fonctionner parce qu'on est laïque, non? Fait que c'est quoi la proposition derrière enlever la Ouais, religion? non, non, je veux pas enlever la religion. Alors justement, tu vois, j'ai du mal à m'exprimer. Moi, je pense que je propose la même chose que toi. La démocratie et l'humanisme. Après, évidemment, toi et moi, tu sais bien, on va pas fixer les choses au même endroit, parfois dans le droit, qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire, etc. Ça, c'est normal. Mais l'autorité religieuse, quand des gens refusent la démocratie et l'humanisme, bah, j'essaie de comprendre pourquoi. Et très souvent, c'est l'autorité de la religion. Et on le voit. Je l'ai encore vu hier soir avec Jack. Il y a une personne qui me dit oui, oui, je suis pour l'égalité de droit entre tous les individus, ce qui est démocratique. Il suffit que j'invoque la parole d'Allah pour que la personne dise ah non, 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 mais si Allah l'a dit, je change d'avis. Il suffit que j'invoque la parole de la Torah. Ouh là là, non, non, non. Si les rabbins ou Dieu a dit ça, ou Hachem a dit ça, je suis d'accord avec lui. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment l'autorité. Croire, je m'en fous, les gens ont le droit de croire. Et c'est même essentiel. Et pire, ils ont même le droit de croire à des conneries. Et ils ont même le droit d'en dire. Dans les limites de la loi, et puis ça, faudra le fixer. Mais c'est vraiment ça. Et moi, je veux convaincre les gens que, rationnellement, l'humanisme, comme je le définis, et la démocratie, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour leurs droits, pour qu'ils puissent croire, et puis pour qu'on puisse vivre ensemble, tout simplement. Ouais, je comprends mieux, je comprends mieux. Mais là, là, tu parles vraiment des sociétés où l'autorité religieuse a un impact ou toute société? Je pense que dans toute société, ça peut avoir un impact. Il y a des endroits où plus que d'autres, hein, tu te doutes bien. En Afghanistan, ça a plus d'impact qu'en France. Mais Exact. Parce que moi, je me dis au Canada, par exemple, tu vois, plus j'ai fait de la critique un peu et plus le temps avance, plus je me surprends à adopter des positions très libérales, à savoir que la religion pour moi n'est pas un problème, tu vois, tant qu'elle respecte le cadre social. ouais, Mais c'est vrai que dans ouais, certains pays, par exemple l'Afghanistan ou des pays où il y a l'autorité religieuse, il faut que ça change, mais ça va pas venir de notre discours ou de nous. Ça va venir, je sais pas, de la population qui un jour va se réveiller, comme en France, comme au Canada, comme dans tous les pays. Il faut que ça vienne d'eux-mêmes, tu vois. C'est pas nous qui vont les pousser à faire la révolution, là. ouais, ouais. Eh ben, tiens, regarde, je vais juste répondre à un commentaire qui me dit vous vous contredisez, Tony, vous voulez faire apostasier un maximum de monde. Oui, mais je ne veux pas les forcer à apostasier. Je veux convaincre les gens qu'on vit mieux sans Dieu. Parce qu'encore une fois, Dieu ne doit pas exister. Dans ma vision du monde anarchiste. C'est tout. Je veux pas forcer les gens. Est-ce qu'on va reprocher à un croyant de vouloir convertir les autres pour qu'on accède au paradis? Pas du tout. C'est la plus belle chose au monde. Un croyant qui veut qu'on croit comme lui pour aller au paradis. Jamais je critiquerais ça. Ce serait l'inverse qui serait bizarre. Ils ont le droit, on a le droit de vouloir convaincre les gens. Mais c'est les méthodes. Invectiver, euh, harceler les gens dans la rue, les forcer à parler d'un sujet dont ils ne veulent pas. On peut pas faire ça. Et encore une fois, mettre des lois pour les empêcher de croire ou de pratiquer. C'est un problème. Évidemment, il y a la loi. Si votre religion dit qu'il faut enlever la vie des gens, on va pas laisser faire. C'est évident. Mais non, non, c'est pas contradictoire. Hein, c'est pas contradictoire. Mais merci pour ton message. Et dans ton modèle de société anarchique, Tony, ça ressemblerait à quoi la structure sociale? C'est plus horizontal. En fait, il y a pas, c'est pas encore bien clair dans ma tête exactement. Hein. Pour l'instant, je te dis, je milite plus pour en public l'humanisme et la démocratie parce que comment on met en place l'anarchisme
je comprends les chemins pour y aller, pour essayer d'y aller, mais en fait, la différence, c'est que c'est vraiment horizontal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas d'autorité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles, hein. Il y a des règles, il y a des lois. Et, je pense même il doit y avoir, tu vois, j'allais dire le mot force armée, mais non. Il doit y avoir des personnes qui vont chercher un forcené pour l'emmener dans un hôpital psychiatrique. Il faut des gens spécialisés. Il y aurait toujours ça, il y aurait toujours des pompiers, il y aurait toujours des gardiens de la paix, tu vois, je préfère. Mais pas d'autorité qui n'est pas légitime, d'accord. Et surtout qui n'est pas justifiée et consentie. Voilà, c'est plus horizontal. Voilà, je comprends. Moi, si je peux te partager ma religion, ma vision de la vie, je te Ouais, l'ai déjà vas-y, dit, moi je suis un ultra-capitaliste, tu vois. je sais. Et plus les années passent, plus je me dis que mon seul objectif dans cette vie, c'est d'avoir assez d'argent pour que la société et que la démocratie sociale n'aient plus à m'impacter dans ma vie. Moi, je veux être de ceux qui sont au-dessus de la loi, tu comprends, Tony? T'es vraiment très individualiste, toi. Comment ne pas l'être dans ce monde? Tu vois, moi, je crois pas au collectivisme, je crois pas, surtout en 2026, je crois plus aux sociétés, je crois vraiment qu'on est dans une organisation sociale et chacun fait ce qu'il faut, et tant que tu payes tes impôts, on va pas te faire chier. Ouais. Et sinon, le reste, j'arrive plus à croire, moi, ces concepts-là on se tient les coudes les uns les autres, où on est dans une société. Parce que quand je regarde autour de moi, je connais même pas le nom de mon voisin, tu comprends ce que je veux te dire? Ouais, je comprends. Et j'espère que ma chérie a l'écoute, parce qu'on en a parlé hier. Et en fait, j'ai l'impression dans ce que tu as dit que t'es pas contre la collectivité. Simplement, t'es désenchanté et t'y crois plus. Je suis pas contre une collectivité que je choisis, pour lesquelles on a les mêmes intérêts. Donc, si par exemple, moi et 5 autres personnes, on a un terrain qu'on convoite, et que sur ce terrain, on veut avoir un range de tir, tu vois, parce que nous, on aime bien les sports de tir, eh bien, je me mets avec eux et je développe ça avec notre argent, avec notre capacité. Mais j'ai pas envie, pas que j'ai pas envie, mais je déteste me retrouver dans une situation où des personnes qui sont moins compétentes, moins qualifiées que moi, qui ont moins on va dire, de savoir sur un sujet, aient le même poids décisionnel que le mien. Parce que la Ouais, mais c'est. démocratie, T'as raison. mais des fois, ouais, mais des fois, je pousse ça au bout. Tu vois, j'écoute les débats TikTok et je me dis, bordel, il y a des fous qui ont le droit de vote, tu vois. Et c'est là que C'est je un me dis, est-ce que sentiment c'est que. vraiment... Attends, mais je l'ai ce sentiment, hein. Je l'ai. Ben Je oui. l'ai vraiment. Alors, est-ce que moi... Alors là, j'ai deux choix en tant qu'individu. Accepter le système démocratique, accepter que mon poids décisionnel est le même que celui du fou du bus, ou sinon, m'émanciper par l'argent, avoir assez d'argent et ne plus faire partie de cette réalité démocratique et avoir ma propre réalité. Bah, il y a deux choses. Je pense que déjà, c'est illusoire de croire que parce qu'on a de l'argent, on va vraiment s'émanciper. Actuellement, dans le système, bah oui, on le voit bien. Un ultra milliardaire, un trillionnaire comme Elon Musk, bon bah oui, on peut le dire, ils sont pas au même niveau confrontés aux lois. Ils sont un peu au-dessus des lois. Ça, c'est vrai. Mais par contre, pourquoi tu devrais reconsidérer le fait que ton vote doit valoir autant qu'un autre? Ben, c'est qu'en fait, encore une fois, là, t'es juge. Mais qu'est-ce qui va se passer quand moi et Jack, on va décider que c'est ta voix à toi qui est problématique et que c'est pas normal que Shulama, le droitard ultra-capitaliste, ait le même poids que nous? Et si on est plus que toi, on va t'enlever ce droit. Donc en fait, si tu l'enlèves aux autres, étant Non, donné non, que mais suivant le critère, tu vois, j'ai jamais parlé d'enlever, hein. J'ai dit que, puisqu'on est juste dans ça une te fait chier, tu démocratie veux dire. ouais, ben c'est ça. Puisque je suis dans une démocratie où on juge que ma voix vaut la même que celui du fou du bus, moi, comment je fais pour m'émanciper dans cette vie? Parce que j'ai un combat, moi aussi. C'est des objectifs clairs, j'ai une vision de la vie. Mais j'ai compris que c'est pas par la démocratie que je vais arriver à la faire vaincre, cette vision de la vie. J'ai compris Ouais, j'ai vraiment que compris. c'est par avoir le capital. Parce qu'on va dire, moi, demain, j'ai 10 millions, même pas, on va prendre quelque chose de très banal, 3 millions dans mon compte de banque. On va dire demain j'ai 3 millions dans mon compte de banque et dans ma société on commence à voter des lois comme quoi les enfants ils doivent avoir des cours pour apprendre c'est quoi un transgender. C'est la démocratie, ils prennent leur choix, mais je veux avoir ce pouvoir de m'exiler dans une autre société, de pouvoir vivre la réalité comme je l'entends, sans être soumis au choix de cette démocratie qui implique les fous du bus. Ouais, les fous du bus, selon toi. Et donc, comme tu veux pas leur enlever le droit de vote, tu veux t'émanciper par l'argent. Ouais, mais
En fait, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, on a deux visions. C'est quoi le but de la vie? Je peux pas. Si tu veux, t'es plus ou moins mon ennemi politique, mais je peux pas te reprocher ta vision. C'est que toi, t'as une vision en termes de récompense, et moi, j'ai une vision en termes de droit. Et tu vas me dire, oui, mais moi aussi, c'est le droit de faire ce Mais que je moi veux. aussi. Ouais, hein, tu vois? Non, non, mais j'ai une vision du droit, mais c'est pas le droit de faire ce que je veux. C'est que ma législation, par exemple, à un moment X, on va dire pendant qu'on se parle, la législation me convient très bien et j'aime bien la société dans laquelle je vis. Mais demain, dans la société, il y a des nouvelles réformes, il y a un endoctrinement puissant et les personnes décident, comme il s'est passé au Québec, de mettre 7 milliards de dollars pour une compagnie qui s'appelle Nordvolt, qui a fait faillite par ailleurs. Mais quand ce choix démocratique de faire un mauvais choix m'impacte, moi, ça me fait chier de devoir le subir. Je veux être libre. Je veux que si la société fasse un mauvais choix, ben qu'elle assume son mauvais choix. Mais je veux pas être obligé de l'assumer moi. Ah, ouais, je comprends. Je comprends. Et encore une fois, je te dis, c'est vraiment la vision de ce qu'on veut. Toi, j'ai l'impression que tu veux qu'on récompense tes capacités, et moi, je veux que les gens aient le droit d'être heureux. Mais Mais c'est pas. pas le même Mais biais. En On va disant, pas pas le utiliser le même même biais. biais. On va pas utiliser le même biais. mais attends, Tony, en disant je veux que les gens soient heureux et en séparant des capacités, je trouve que c'est un paradoxe énorme parce que le bonheur dans notre société ne peut qu'arriver par la production de l'individu. Même si, on va dire, si t'es un individu et tu produis rien, tu peux pas être heureux. Même si toutes les aides de l'État sont là, même si on va je sais pas, te donner des allocations, t'aider à trouver un logement, ton bonheur ne pourra pas être réel. Ton bonheur devient réel seulement que lorsque tu produis tes propres choses. Je Que suis pas, tu je dépends suis pas pas d'accord avec Je suis ça. pas, je suis pas d'accord avec ça. ben, on pourra en discuter, mais moi, il y a quelque chose sur TikTok, ça a créé une petite révolte chez moi. C'est qu'il y a beaucoup trop de monde, selon moi, qui pense le social avant de penser leur individu. Et si tout le monde pensait comme moi, si tout le monde cherchait à avoir une meilleure condition, à se donner les meilleures capacités, la société irait mieux. Parce que tous les individus se prendraient en charge. Mais là, on est dans un modèle où c'est socialement qu'il y a le fardeau du bonheur collectif. Et donc, on se retrouve à avoir un bonheur dilué qui ne correspond pas à tout le monde. Je sais pas si je l'exprime bien, mais je trouve ça révoltant. Si. Non, non, en fait, vraiment, c'est que je trouve que toi et moi, on est les archétypes de la vision de droite et de la vision de gauche. J'ai pas dit extrême droite. J'ai rien dit de droite. Et en fait, c'est vraiment le truc. C'est vraiment le truc de voir. T'as dit. C'est quoi la phrase que t'as dit, mince? Vous êtes trop dans le social au Pour être détriment de. heureux, de s'améliorer soi-même, ils veulent améliorer la société. Et voilà. Et moi, je pense que toi, ton discours, il est trop dans améliorer vous-même au détriment de la société. Et sûrement que la solution, pour le coup, c'est pas un sophisme de la solution du milieu là, mais si on va trop dans mon sens, peut-être qu'il y aura une dérive. Et si on va trop dans ton sens, il y aura une dérive. Et moi, je trouve que tu l'es trop. Et toi, tu as trouvé que je le suis trop dans l'autre côté, tu vois. Non, 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 moi je trouve ton point de vue, c'est correct, mais moi j'aime questionner et aller au fond des choses. Comment l'individu qui se prend en main, qui veut créer une richesse, si on pousse ça à l'extrême, va être mauvais pour la société. Ça va juste faire plus d'emplois, plus de cotisations. Ça va faire des individus qui, au lieu de demander des charges à l'État, ben, ils se démerdent eux-mêmes avant de demander les charges. Et alors que dans la société, dans la vision sociale, à savoir c'est la responsabilité commune que tu sois heureux, eh bien l'individu, on le dépossède de son bonheur. Parce qu'on fait en sorte que le bonheur devienne collectif. C'est ça que je veux dire. Et je Ouais. trouve pas que tu es trop collectiviste. Tu as le droit de l'être. Mais moi, selon mon expérience vécue autour de moi, je vois que l'État s'en fout des individus. Et que quand on donne la responsabilité du bonheur à l'État, ben on finit toujours par être déçu. Eh ben, c'est pour ça que je suis pas pour l'État et que je suis anarchiste. Exactement. Mais, pardon. Ouais, mais en fait, je sais pas si c'est vraiment, si c'est la bonne phrase de dire. Attends, une seconde. Si c'est la bonne phrase de dire, c'est la responsabilité de rendre heureux avec avec les prestations sociales. C'est pas ça. C'est vraiment réduire les inégalités. Parce que là où je suis d'accord avec toi, c'est pas un problème que de créer. C'est pas péjoratif pour la société. Par contre, dans le système capitaliste, et surtout dans le système capitaliste sauvage, ultra-capitaliste, là c'est un problème. Parce qu'il y a un déséquilibre intrinsèque qui fait que celui qui a eu l'idée, ça va te plaire, on va dire celui qui a eu l'idée, qui a créé l'entreprise, ben, pour une raison un peu étrange, il va y avoir un total déséquilibre des ressources créées, c'est-à-dire que les ressources créées ne vont pas être réparties. Très très peu, ou très très peu. Et ça va tout aller à lui.
Et là, il y aura deux visions. Bah, il y aura moi qui a plutôt une vision communiste pour faire simple, où en fait on doit avoir une collectivité et tout doit être réparti en fonction des besoins de chacun et de l'apport de chacun, évidemment. Ou alors, on récompense le mérite. Il a pris les risques. C'est lui qui a eu l'idée. Il faut récompenser ça. Mais attention, si on considère qu'il a pris les risques, il va falloir vraiment voir s'il a pris les risques. Parce que j'ai une citation, je te la mets, elle est vraiment importante. Une citation de Donald Trump. Et on va voir, typiquement, si sa citation, elle sert ce que je dis. Je cite Donald Trump. Rien n'a été facile pour moi. J'ai commencé à Brooklyn. Mon père m'a prêté $1 million que j'ai dû rembourser avec intérêt. Ok, on a Donald Trump qui crée une entreprise avec ses $1 million à 20 ans, mettons. Et puis son entreprise est florissante. Et puis on a Tony Rand qui naît avec les dettes de son père, les dettes de jeu, les dettes d'alcool de son père. Et il veut créer la même entreprise parce qu'il a la même idée au même moment. Je vais aller voir une banque et je vais lui dire: bonjour la banque, vous pouvez me prêter $1 million? Est-ce qu'on part sur le même pied d'égalité? Qui a pris le plus de risques? Et moi je suis d'accord qu'on récompense le risque, entre guillemets. Même ça je suis pas d'accord, mais je pourrais comprendre. Le problème c'est que très souvent, dans la société ultra-capitaliste dans laquelle on est, le risque est mal évalué. Un Donald Trump, un Musk qui naît avec une fortune, il prend pas les mêmes risques que quelqu'un qui est né dans la merde ou dans la misère. Et ces écarts-là, pour les réduire, je vois pas d'autre solution que les prestations sociales. Oh, attends, et on a un grand honneur là. Je fais pas monter beaucoup de monde, je suis désolé les amis qui veulent monter, mais Loremlo, je peux pas dire non. Salut tout le monde, ça va? Oui, très bien. Ça va, Si messieurs. je peux juste... Attends, réponds-moi, Choulama, puis Pardon toi Loremlo, c'est bon? Ouais, vas-y, pas de souci. Bon, c'est sûr que la personne qui est née dans des conditions favorables comme Donald Trump, comme Elon Musk, c'est sûr que ce 0,1% vont être avantagés au niveau financier, au niveau bancaire, au niveau du capital social. Mais la seule égalité que moi je défends, c'est l'égalité face à la loi. On est libre et égaux en droit. Pas en finance, pas en réalité sociale, pas en capital social. Tout ça, c'est la réalité de la nature. La nature est injuste et moi, je me rebelle pas contre elle. Je comprends cette injustice, mais quand on vient me parler d'égalité, quand on vient me parler de réduire les inégalités, mais au nom de quoi? Je comprends que ça peut être humaniste, je comprends que ça peut être gentil, mais au nom de quoi on devrait venir mettre l'égalité comme valeur principale? Parce que je trouve que quand on fait ça, ben on vient nuire à un grand nombre de personnes. C'est sûr que dans mon système, les personnes, on va dire, qui sont moins bonnes que les autres ou les personnes qui n'ont pas les capacités vont souffrir plus. Mais c'est la nature. Je sais que c'est froid et cru de le dire comme ça, c'est la nature. Je pense que quelqu'un qui a une prédisposition intellectuelle ou physique plus grande que l'autre devrait avoir des résultats plus grands. Le chef d'entreprise, pour reprendre l'exemple, s'il investit son argent, qu'il met son capital, il est normal qu'il reçoive une plus grosse partie que la personne qui vient juste travailler chez lui 8 heures et qui prend aucun risque. Le risque, il peut s'analyser, il peut se voir. Et aussi, dans mon modèle, tu vois, les personnes qui sont fortes, les personnes qui sont intelligentes, ne sont pas toujours dans les sphères des 1%. Le 1%, si on l'analyse bien, il change énormément. Oui, il va y avoir toujours les mêmes familles avec d'héritage, mais il y a beaucoup de personnes qui arrivent à se créer des sociétés qui, peut-être, ils vont pas tomber dans le 1%, ils vont tomber dans le 5%, dans le 10%. Mais ils vont s'offrir eux-mêmes une meilleure vie. Ils vont pas attendre que l'État, au nom de l'égalité, leur verse une allocation. Je vais noter parce que je veux pas que Loremlo attende et je te répondrai sur ça parce qu'il y a un petit point sur lequel je suis pas d'accord. Vas-y Lorem. Ouais, merci beaucoup. Ça va me permettre de réagir vis-à-vis de ce que tu viens de dire même à l'instant. Et au global, le fait de sacraliser l'individualisme et de mettre l'individu avant le social, pour moi, ça a un problème majeur. En fait, ça a deux problèmes majeurs. C'est que forcément, tu vas mettre en avant des agents qui peuvent déstabiliser la société de par leurs actions. C'est-à-dire que quand ils sont en possibilité d'accumuler à outrance sans que la société ne les limite d'une quelconque manière, il y a énormément, une quantité astronomique de gens qui vont en pâtir, que ce soit à l'échelle locale, mais même plus généralement à l'échelle mondiale, sans même qu'ils sachent pourquoi est-ce qu'ils en pâtissent. C'est ce qui se passe quand il y a des giga fortunes qui s'accumulent, ou des entrepreneurs qui peuvent détruire des environnements, des écosystèmes, sans tenir compte réellement des impacts climatiques ou sociaux que ça peut avoir. Et donc ça peut arriver. Et donc ça amène au deuxième point, c'est les agents qui peuvent déséquilibrer, qui ont la capacité de déséquilibrer à ce point
la société? Est-ce que c'est véritablement par leur travail, par leur mérite, par la prise de risque dont ils font preuve, etc. Bah dans les faits, non. Parce que déjà, où est-ce que tu vas vivre géographiquement, ça augmentera ou diminuera tes chances d'impacter la société au global. Quand tu nais dans un pays européen, c'est beaucoup plus facile que de déstabiliser la société par tes actions que quand tu vis dans un pays de l'Afrique subsaharienne, par exemple, ou en Amazonie, ou voilà. Donc nécessairement, il y a une inégalité totale de base de tes chances d'agir dans la vie. Et le travail, le mérite, etc. Non, ça sert jamais à rétablir l'équilibre. C'est pas parce que tu dis à cette personne-là qu'il faut qu'elle travaille plus que ça va soudainement, même si elle est convaincue de ce que tu lui dis, rééquilibrer ses chances d'égaliser tes richesses et donc d'avoir le même impact potentiel sur la société. Et donc c'est pour ça qu'il y a besoin de garde-fous, des garde-fous sociaux qui vont forcément restreindre d'une certaine manière la liberté, surtout d'accumulation. Mais ça, pour le coup, c'est au profit justement de n'importe qui. Et juste dernier point, c'était par rapport à la démocratie et au fait de vivre dans des pays ou dans des sociétés où tu parlais de fous du bus, qui forcément, alors pour le coup, je partage l'intuition. Il y a forcément des gens que je pense moins aptes que moi à réfléchir sur tel sujet de la société, et pour autant, ils ont le même droit de vote. Mais en même temps, je suis personne pour définir strictement qui est plus apte ou moins apte que moi à définir ce genre de choses. Donc pour moi, ça c'est le dernier axe, c'est que oui, tu as besoin de démocratie pour équilibrer ça. Voilà, c'est bon pour moi. Tu veux lui répondre, Floama? Attends, je veux juste mettre une proposition de 10 secondes vas-y. sur la table et vous me dites ce que vous en pensez. Pour qui a le droit de vote ou pas le droit de vote, moi je verrais ça comme, tu vois, comme une entreprise avec des actionnaires. Donc, dépendamment du nombre d'impôts que tu payes dans cette société, tu vas avoir un pourcentage de représentativité plus ou moins élevé que l'autre. Pas d'accord par rapport à mes points précédents. Justement parce que tu deviens un agent qui a déséquilibré la balance, et qu'est-ce qui fait que tu as eu le mérite d'être cet agent-là particulièrement plus qu'un autre? C'est pas sur ton score qu'on peut identifier ça. Ouais. Attends, si quelqu'un paye 1 million d'euros par année en impôts pour faire fonctionner les hôpitaux, les routes et tout ça, et quelqu'un qui en paye 7,25 € par année, on s'entend que leur poids social visez est pas la des même. personnes sur le panel, Choulama. Commencez pas à attaquer personnellement. Non, mais au-delà de ça, ça ne dit rien. Le fait qu'il paye beaucoup, ça ne dit rien sur sa capacité à être décisionnaire. Tu peux gagner beaucoup d'argent en étant au bon moment, au bon endroit. Ça dit sa Ouais, d'accord. contribution sociale. Et je trouve que c'est juste que quelqu'un qui met une plus grande contribution sociale ait plus de poids. Et le foot du bus, je crois pas qu'il génère beaucoup d'impôts, là. Je crois qu'il doit générer même pas... Non, lui, ça doit être négatif parce qu'on lui donne, tu vois. Donc, je comprends pas pourquoi C'est cette ton point de vue, personne ça. qui... Oui, c'est mon point de vue. Mais je comprends pas pourquoi une personne qui ne contribue en rien à l'État a son mot à dire sur sa gestion. Ouais, mais en fait, La moi je pense vraiment... Limitation. Avant que tu répondes, Lorraine, je pense vraiment que tu peux... dans ton cas, moi c'est comme ça que je justifie, même s'il y a des gens qui sont pas d'accord, en fait c'est vraiment par égoïsme qu'il faut que tout le monde ait le même poids de vote. C'est parce que je veux pas vivre dans un monde où on peut me réduire mon droit de vote à moi. Parce que je le sens au fond de moi, je peux me tromper. Mais je suis narcissique forcément, que mes positions, elles ont de la valeur. Et si on commence arbitrairement et je dis bien arbitrairement, si on commence à enlever le droit de vote ou à mettre plus de poids à tel ou tel, même socialement, machin, des décisions prennent plus de poids, c'est problématique parce qu'encore une fois, il y a un énorme déséquilibre. Parce qu'il y a un déséquilibre à la base. J'ai pas les mêmes chances de départ. Donc ça va de plus en plus déséquilibré. De plus en plus déséquilibré. Et ça Je va veux dire quoi? paraphraser là ce que tu viens de dire, Tony, Vas-y. parce que je Merci. pense que c'est ça qui C'était est important, laborieux c'est mon que- truc. Non, mais c'est que forcément, si tu mets une personne qui a un très haut score, ce que j'appelle le score, ça va être sa fortune accumulée. Donc forcément, puisqu'il a eu un très haut score, il participe plus parce qu'il paye plus d'impôts. Le truc, c'est que si sa voix à lui a plus de poids, il est sur une position stratégique pour que jamais ça change. Que même s'il y a des gens qui bossent beaucoup, lui, il a le pouvoir décisionnel pour structurer la société de telle manière à ce que lui reste à sa place, lui et ses enfants, hein, et que la société ne se rééquilibre jamais. Et si ce gars-là, il est particulièrement égoïste ou égocentrique ou que sais-je, et là, ça peut être destructeur pour tout le monde, y compris pour lui sur le long terme, mais sans qu'il le sache forcément. Et ça, c'est ce que j'appelle un fou du bus, par exemple. Mais, ok, deux choses. On peut limiter la participation pour les personnes qui ont des fortunes indécentes pour pas qu'il y ait un trop gros poids dans la société.
Mais tout ce que tu décris en ce moment, même dans notre société en ce moment, ces personnes qui payent plus d'impôts ont souvent plus de services. Toutes les polices, c'est eux qui font la sécurité de leur établissement dans le centre-ville. C'est ces personnes, ils ont déjà les avantages décrits, mais c'est seulement qu'on nous le dit pas. On nous fait croire que c'est l'égalité. Alors que dans mon système, ben, ça serait table sur, ça serait franc, tu vois. Il y aurait pas de détour. Et pour je comprends pas aussi dans votre discours, c'est quoi le problème avec les personnes qui accumulent des biens, devenir milliardaires ou je sais pas quoi. Parce que si vous demain vous étiez dans cette position, je sais que c'est peu probable, même moi, mais si on est demain dans cette position, on aurait la liberté dans notre système de financer ce qu'on veut. Donc tu veux de l'argent pour des personnes qui sont handicapées, tu veux la santé gratuite, tu veux ça, mais tu peux le faire avec ton argent. Et même à petite échelle, dans le modèle que je défends, à petite échelle, le social, comme vous l'appelez, eh bien, il tombe dans le volontaire. Et je suis sûr que si on a beaucoup de belles personnes de gauche dans notre société, eh bien, eux, volontairement, ils vont donner 30 000 $ de leur salaire par année, comme s'ils payaient des impôts, pour aider le social. Mais je comprends pas pourquoi on doit venir faire souffrir un individu, un citoyen, pour un autre citoyen. Parce que l'autre citoyen, il serait dans des conditions plus difficiles que l'autre et qu'il serait né dans la mauvaise famille. Je comprends pas. Je crois qu'il faut que la personne qui naisse dans des mauvaises familles ait les conditions pour pouvoir s'en sortir. Pas qu'on aille chercher l'autre et qu'on lui dise c'est ta faute donc tu vas payer plus. Et finalement, je vais terminer avec cette phrase-là. Je crois qu'il y a deux types de visions. Il y a les personnes quand ils voient Elon Musk ils disent waouh c'est pas gentil, il paye pas d'impôts, il fait pas sa juste part. Et il y a les personnes comme moi quand ils voient Elon Musk qui se disent j'aimerais devenir comme lui parce que moi aussi à sa position ben j'aurai les mêmes avantages. Donc je vois les règles de la société, je vois comment cette société fonctionne et je préfère, je sais que c'est triste à dire, mais je préfère être celui qui en abuse pour reprendre les termes comme Elon Musk que celui qui est abusé. Eh ben il y a deux choses. C'est intéressant parce que tu as dit et c'est souvent je le dis, c'est que les gens ont l'impression qu'ils vont pouvoir devenir comme Elon Musk. Mais en fait, c'est ça le truc. Il est trillionnaire, Shulama. Ça veut dire que même si tu étais né millionnaire, tu ne deviendras pas trillionnaire. Il y a un écart entre les milliardaires et les billionnaires qui est abyssal. Et il y a ce sentiment de croire qu'on pourra être comme lui. Il y a un petit peu le sentiment, je dis pas que c'est ton cas, mais si on taxe la fortune d'Elon Musk, peut-être qu'on va me taxer moi aussi. Mais non, c'est plus qu'un ultra riche. C'est immensément débile comme il est riche. Mais c'est pas une question s'il est trillionnaire ou non, c'est une question du taxé. Moi, c'est ça, c'est le fondement des choses. De quel droit quelqu'un, un État va venir prendre dans ta poche parce que tu réussis mieux que les autres? Ouais, je vais de quel droit? En fait, encore une fois, il y a ce subdivisé, il y a deux choses. Comment tu définis mieux réussir que les autres? Est-ce qu'Elon Musk a mieux réussi que les autres parce qu'il a investi de l'argent qu'il a eu parce qu'il est né dans une position inéquitable? Donc, il est parti avec un capital X, il a fait PayPal, SpaceX et Tesla, donc il a fait des risques. Tu vois, rien que ça. Il a fait des procès pour qu'il soit mis comme cofondateur de PayPal et de SpaceX. Il n'a pas créé SpaceX, il n'a pas créé PayPal. Je reformule ça, il a des parties d'actions, il a mis de l'argent dans ses entreprises. J'ai compris, c'est juste pour te dire que rien que ça, le fait qu'il naisse avec un argent démesuré, il peut créer un narratif. Rien que ça, c'est dingue. Ensuite, comment il a eu cet argent, c'est 1 milliard? Encore une fois, c'est parce qu'il opprime, désolé, il n'y a pas d'autre mot, il opprime tous les travailleurs qui bossent pour lui. Ils bossent pas moins, les ingénieurs, ou les gens qui l'oppriment, les gens qu'il a traité de, qu'il a menacé de virer parce que, oh là là, ils voulaient protéger leur santé avec le Covid. Ils se sont pas enrichis, eux. Lui, s'est enrichi pendant le Covid, pendant que des gens mouraient. C'est ça pour te dire, c'est que le système, la façon dont est fait le système, c'est que ça vampirise tout le travail des autres. Les gens qui travaillent dur, des ingénieurs qui se sont fait chier, qui ont voulu réussir, qui sont nés défavorisés pour la plupart, et qui dans ton modèle devraient être récompensés parce qu'ils se sont cassés le cul. Ils méritent moins que Musk? Attends, déjà deux choses. Moi, je veux pas faire la défense de Musk, mais c'est pas qu'il mérite moins que Musk, c'est que on est dans une réalité, on est dans un monde capitaliste, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Et dans ce monde capitaliste, ça le dit dans le nom, c'est le capital qui va définir ta position qui est sociale. Musk, ses parents avaient une mine de diamants, je sais pas comment ses parents l'ont obtenu, je sais pas quels sacrifices familiaux dans la famille a été obtenu, mais quelque part dans sa lignée, un de ses grands-parents ou un de ses arrière-grands-parents a décidé de faire des actes qui ont changé à tout jamais le destin de sa lignée. Il a travaillé et ce travail a porté ses fruits. Moi, si demain, toute ma vie, je fonde une entreprise, que la deuxième génération continue à la faire fructifier, que la troisième génération
la rend une des plus grandes corporations mondiales et que la quatrième génération en hérite, ça n'efface pas le travail que j'ai fait. Et en ce qui concerne le point je me rappelle plus le terme que tu as pris, aspirer le travail des autres ou l'oppression du travail. Oui, vampiriser le travail des autres. Sans ces personnes qui ont le capital, sans ces investissements, sans ces visionnaires, il n'y a pas grande entreprise qui pourrait se créer. Parce que c'est pas tout le monde qui a 2 millions, 3 millions, 4 millions, même moins, même 50 000 euros pour prendre un risque entrepreneurial. C'est pas tout le monde qui est prêt à risquer le confort pour prendre un risque entrepreneurial. Donc, si on, et on l'a vu au Québec avec le cas de Amazon. Amazon voulait se syndiquer. Au Québec, ils ont juste fermé leur succursale et on a eu près de 15 000 personnes qui ont été foutues à la porte et qui sont arrivées dans le monde du marché du travail. Et avec les tarifs douaniers de Trump, c'est la même histoire. Des entreprises ferment, du monde se retrouve à la rue. Et si ces personnes-là, ils sont pas là pour donner leur entreprise, il n'y a pas de travail. Donc quand tu me dis vampiriser, non, c'est un contrat de travail et on le met noir sur blanc. En échange de ça, tu vas faire telle rémunération. Donc ces personnes, pour moi, créent de l'économie, te permettent de payer de l'impôt et oui, il peut y avoir des dérives. Oui, il peut y avoir des structures financières qui fait en sorte qu'ils payent moins qu'ils devraient payer. Mais à la fin de la journée, c'est eux les leviers de l'économie. C'est pas la moyenne. C'est pas l'individu moyen qui fait vivre une économie. Je dis un petit mot, Lorraine. Ouais, vas-y. C'est vrai dans ce système. Ouais. Dans un autre système, ben oui, ce sera pas une individualité qui paye des grosses entreprises. Ce sera des groupes d'individus, des collectivités. Vas-y, Lorraine. Ouais. Juste une parenthèse de 5 secondes. Dans ce système, tu peux déjà faire ton système. Tu comprends, Tony? Ah, alors, je rebondis pas. Vas-y, Lorraine. Ouais, mais t'inquiète. Peut-être que ce que je vais dire, ça va aller dans ton sens. Il y a deux trucs qui sont un peu pour moi naïfs, hein, avec tout le respect que je te dois, Choulama, hein, c'est ton propos, pas toi. Mais la première des choses, c'est de dire, peut-être que si moi j'étais à sa place, à la place de quelqu'un d'extrêmement riche, je pourrais redistribuer mon argent et je pourrais prendre sur moi d'être l'acteur social que j'ai envie d'être. C'est possible, mais je prends pas ce pari-là sur n'importe quelle personne qui accumule une grosse quantité de richesse à des niveaux démentiels et qui ne redistribue même pas 10%, même pas 5% des capacités accumulées. Et je peux même pas leur en vouloir parce que oui, t'es soumis au même biais quand t'es ultra fortuné que à ce stade-là, forcément t'es soumis à des biais qui font que t'as pas forcément le réflexe de redistribuer autant que tu serais en capacité de le faire. Mais après c'est ton droit, vu que t'es extrêmement riche, c'est toi qui fais ce que tu veux de ton argent. C'est pour ça que je parlais de garde-fou plutôt. Et donc pour moi, ouais, c'est la première petite naïveté vis-à-vis du comportement des gens qui accumulent des richesses. Et la deuxième, c'était sur encore une fois sur le même axe de dire oui, ce gars-là, il a accumulé de l'argent parce qu'il a bien investi, il a énormément travaillé, mais dans la réalité des choses, il était au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des capacités cognitives, intellectuelles, culturelles et même une force de travail qui lui sont supérieures, probablement même qui travaillent pour lui, mais qui ne se sont pas retrouvés au bon endroit, au bon moment, avec la bonne idée qui casse peut-être le système plus qu'elle le répare ou elle l'organise. Donc ça fait partie aussi de notre quotidien, c'est le déterminisme social. La meilleure façon de lutter contre ça, c'est de maximiser au global les chances de chacun de pouvoir arriver à ce stade-là. Et juste dernier point, pour pas faire trop long, c'est cette accumulation de richesses démentielles dont parlait Tony. Elle est tellement absurde que en fait elle n'est pas enviable du tout pour la société, au sens où tu parlais du fait que on les fait un peu souffrir en les taxant plus, voire même beaucoup plus, parce que pour des ultra richesses, je serais d'avis à taxer beaucoup plus. Mais les faire un peu souffrir, mais c'est pas comme si on leur retirait la totalité de la somme et qu'ils ne seraient pas en capacité de vivre mieux que 90%, voire 95% des humains sur Terre, très largement. Donc cette souffrance de circonstances fait que tu rétablis justement un équilibre global à l'échelle mondiale, petit à petit, hein, j'ai pas de solution magique, mais qui permet à d'autres gens qui seront probablement en meilleure capacité, comme je disais, cognitive, de force de travail, etc., d'apporter aussi leur pierre à l'édifice. Alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui luttent, ne serait-ce que pour survivre dans leur environnement. Et ça, pour moi, c'est un problème, et c'est un vrai problème pour l'humanité, ma team, l'humanité au global. Vas-y, j'ai fini, Tony.
Tu vois, Lorem, quand je disais si demain on était dans la position de Elon Musk, c'est pas la naïveté. C'était un exemple pour te dire que dans une société capitaliste, tu peux faire ce que tu veux avec ton argent. Donc demain, toi, tu es quelqu'un de gauche, tu penses à la team humanité, euh, tu fais, on va dire, 65 000 euros par année. Rien empêche l'individu par lui-même, donc toi, de faire un don de 20 000 euros à l'association qui te tient à Ouais, mais cœur. c'est ce que j'ai Euh, dit. ouais, quand je soulevais ce point-là, c'est l'obligation de le faire donc par l'imposition qui me révoltait. C'est pas pour dire que quand on devient riche, on va redonner à ci ou à ça. Et qu'est-ce qui est bien dans ma société, ben, dans la société capitaliste, c'est que toi, par exemple, demain, tu veux te faire une utopie de gauche, tu peux t'acheter un terrain avec tes amis qui partagent le même point de vue politique et le faire fonctionner comme tu veux. On a vu ce cas aux États-Unis dans les années 90. Malheureusement, ça a mal fini, mais il y a plusieurs petites communautés comme ça qui se forment. Et ensuite, pour la souffrance, par exemple, la personne que tu me dis qui est plus intelligente, donc une cognition plus élevée et qui travaille plus fort, mais qui travaille dans l'entreprise de l'autre, certes, elle a peut-être une intelligence de travail ou un savoir-faire plus élevé, mais l'intelligence, et là, ça, on va tomber dans le point subjectif, pour moi, l'intelligence, c'est l'adaptation, c'est la capacité de survivre, s'adapter au monde qui nous entoure. Et ce chef d'entreprise, il a été beaucoup plus leader, il a été beaucoup plus territorial en portant sa propre entreprise, en prenant le propre risque de ses succès comme de ses échecs, que la personne qui est plus intelligente ou avec une meilleure condition, qui, elle, ne prend aucun risque. Elle va travailler 40 heures semaine pour une rémunération que l'entreprise aille bien ou mal, elle va avoir la même rémunération. Donc, cette disparité des réalités, en fait, pour moi, elle justifie cette injustice. Elle justifie que la personne qui prend le risque ou pour qui le grand-père ou l'arrière-grand-père ont pris le risque vive mieux à la longue et qui doit assumer ses réussites comme ses échecs que le salarié qui, oui, va souffrir plus économiquement parce que lui, il cherche que le confort. Je cherche mon 40 heures semaine, je m'en fous si l'entreprise va bien ou mal, je veux mon salaire. C'est pas vrai sur le point du fait que t'es un individu qui prenne plus de risques que d'autres. Alors peut-être il y a des individus qui factuellement prennent plus de risques financiers ou sont d'une plus grande force de travail que d'autres. Ça, dans les faits, c'est vrai. Mais par exemple, tu vas prendre deux cas. T'as deux mecs qui sont aussi intelligents, par exemple. On va prendre l'exemple d'Elon Musk, d'une intelligence économique que tu lui prêterais, avec les mêmes capacités à prendre des risques. Tu prends les deux gars et ils font un investissement tous les deux qui dépend directement de l'état d'une forêt, d'une grosse forêt, par exemple l'Amazonie, puis une autre forêt dans un autre pays. Manque de peau, il y a une des deux forêts qui crame. Ça, c'est complètement indépendant de sa volonté. Il y a eu un incendie déclenché par un mec, on s'en fout. Bah, le truc, c'est que il y a des gens qui ont les mêmes capacités à prendre des risques, mais qui se retrouvent confrontés à la réalité, qui font que bah c'est un coup de malchance que bah, de se retrouver dans la situation où ils sont. Et donc lui, il va pas être dédommagé, le gars qui a vu toute son économie, tous ses risques, tous ses investissements détruits, bah il sera pas dédommagé, pendant que l'autre, il va accumuler une immense fortune. Et à la fin, bah le déséquilibre, il est créé, il est acté à cet instant-là, et plus tu avances dans le temps, plus il grandit ce déséquilibre. Et bah il y a aucun mérite au gars qui a eu le bon investissement et qui par chance n'a pas vu sa forêt cramer. Et ça, c'est un problème qui existe partout dans la société, à toutes les échelles, à tous les niveaux. Et c'est pour ça que penser la société, attends, je termine là-dessus, j'en ai pas pour longtemps, penser une société axée sur le social et le collectivisme permet de constamment rééquilibrer ces problèmes-là pour justement éviter que des risques associés à des problèmes qui ne sont pas liés à toi, à comment tu te comportes et à ce que tu fais, bah, ne t'impactent plus que de raison. Euh, encore, je suis obligé d'être en désaccord avec l'exemple que tu as donné et la prémisse que tu veux donner à l'argument, parce que c'est pas un investissement infructueux qui va faire en sorte que ta réussite en affaires ne marchera pas, et le contraire aussi. Par exemple, je te prends BlackBerry, waouh, waouh, c'était le meilleur téléphone, grosse chute, tu vois. Et il y a des petites entreprises aussi auxquelles on croyait que c'était la fin, par exemple Apple, mais qui a une restructuration et qui sont repartis en hausse. Oui, les deux prennent un risque. Il y en a un que, bon, c'était une bonne conjecture économique, il fait fructifier son investissement, l'autre perd tout. Mais l'autre qui perd tout, c'est la vie. C'est la nature, c'est sa responsabilité de se dire, bon, j'ai tout perdu, qu'est-ce que je fais? Et de recommencer à zéro. Si j'ai pu atteindre le montant initialement, je peux le réatteindre une deuxième fois, je peux me démerder de là. Je crois que, tu vois, dans tes lives, tu parles beaucoup du libre arbitre et tout ça. Je crois qu'il y a des êtres humains
et là, je vais peut-être avoir l'air cru encore une fois, mais il y a des êtres humains qui ont dans leur développement ou dans leur socialisation une capacité à vouloir le meilleur pour eux-mêmes, et il y en a d'autres qui attendent que, je sais pas, c'est le gouvernement ou le salariat. Et il y a d'autres personnes qui veulent vraiment se démerder. Donc, tout dépendamment de l'individu. C'est pour ça que je suis individualiste. Parce que je me Mais dis, c'est pour ça dont je te parlais. deux individus. Le point là que tu dis, oui, il y a des individus qui attendent de dépendre plus de la société et il y a d'autres individus qui prennent plus de risques. Mais ça, c'est justement le point que je t'ai donné, c'était complètement en accord avec ça. Il y a des gens qui font plus d'investissements. Tu parles par exemple de BlackBerry, de la téléphonie à un instant T, mais il y a énormément d'acteurs qui ont essayé de placer des billes au moment où il fallait prendre des risques vis-à-vis de ça et qui ont échoué totalement indépendants de leur volonté et probablement même que leurs idées étaient parfaitement bonnes. Genre, peut-être même qu'ils avaient une analyse économique qui était bien meilleure. Mais c'est la réalité du marché. C'est que on Oui, peut pas donc commencer on récompense la vouloir chance. Non, 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 non. On récompense pas la chance. On récompense le risque, on récompense l'innovation, on récompense la production de richesses, on récompense énormément de choses. Mais c'est pas parce que quelqu'un a un mauvais investissement que forcément il va finir pauvre et précaire et que la différence sociale va s'installer avec le temps. J'arrive pas à croire à ça. Et pourquoi pour moi l'individu passe avant le social? Parce que comme dans le cas de figure qu'on a dit, pour moi le bon cas de figure, ça serait il y a deux personnes qui font un investissement et les deux leur champ brûle. Est-ce qu'ils vont réagir de la même façon? Il y en a un qui va se morfondre, il va dire j'ai besoin d'aide, il va aller voir ses voisins, il va demander une allocation par mois. Et il y a l'autre qui va se dire bon ça va pas marcher, qu'est-ce que je peux faire de ce terrain et comment récupérer au moins une partie de mes gains et comment faire quelque chose qui marche mieux la prochaine fois. C'est pour moi l'individu, c'est lui qui pousse la société de l'avant. Le social est pour moi ce qui le ramène vers la baisse. Le social qui veut l'égalité, c'est une attaque qu'on fait au meilleur, au plus méritant. On met la médiocrité comme point, on met la médiocrité comme point normal, comme point de moyenne. Et encore là, je vais être très cru, mais quand je regarde l'état de nos sociétés qui marchent avec ce modèle où être médiocre c'est correct, on voit qu'il y a un déclin de nos sociétés, que ce soit économique, social, culturel. C'est ça qui me pousse à croire que l'individu, c'est par l'amélioration de l'individu qu'il y aura une amélioration de la société. Si on pense social avant de penser individu, on se fourvoie. Je vais répondre sur 2 points. Je te laisserai reprendre aussi, Tony. Le pauvre sur son live, il parle plus. Ça doit le gratter. Sur 2 points, bon, déjà, il y a encore un truc, à mon avis, t'as pas bien compris. Je sais pas si je me suis fait comprendre ou quoi. Mais c'est que, oui, des investisseurs qui travaillent énormément, peuvent être confrontés à des aléas qui sont complètement indépendants de leur volonté ou de la volonté même de ce qu'ils auraient pu anticiper. Et dans ces cas-là, ça va être déstabilisant pour leurs investissements à eux, et ce qui fait que là, oui, tu vas récompenser, tu vas donner du mérite à la chance, à être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes cartes en main. Mais ça, c'était le point que j'ai élaboré plus tôt, je veux pas trop le répéter, tu as répondu là-dessus. Le deuxième point, c'est, tu parles justement des gens qui vont justement se mettre dans une posture où ils prennent plus de risques, où ils investissent plus facilement, où ils travaillent plus. Ça fait aussi partie complètement du déterminisme social. C'est-à-dire que selon la famille dans laquelle tu vas naître, la doctrine qui va être la tienne à l'endroit, dans la position géographique que tu vas naître, va influencer ton comportement et la façon dont tu vas réagir vis-à-vis des investissements, etc. C'est-à-dire que tu peux très très bien naître avec une doctrine ou des valeurs qu'on va te transmettre qui sont basées sur le fait de ne jamais investir ou d'investir autrement, sans que pour autant tu sois une feignasse ou quoi. On peut te dire, contente-toi de juste gagner ce qui est suffisant pour toi. Et si tu es endoctriné avec ça toute ton enfance, forcément, tu vas avoir une posture un petit peu plus, j'imagine, de gauche. Mais tu ne vas pas investir à outrance. Et c'est là où je parlais des agents qui déstabilisent la société. Tu as d'autres agents qui sont élevés, eux, dans un environnement où ils sont en compétition permanente. Ils doivent faire le mieux tout le temps. Ils doivent être excellents pour accumuler plus que les autres et faire du score, encore une fois. L'accumulation de richesse, j'appelle ça faire du score, faire plus de score que les autres. Ils sont programmés socialement pour faire ça. Et eux, ça devient des agents qui déstabilisent en permanence la société. Et surtout, si on est orienté dans l'accumulation du score constante, tu n'as jamais vocation à ce que ça change. Et pour rebondir une dernière fois sur ce que tu avais dit précédemment, si c'est ces personnes-là qui ont plus de pouvoir décisionnaire, le déséquilibre de la société ne se rétablit pas, pire encore, il s'aggrave. Ouais. Vas-y, Tony, je t'en prie. Non, je suis là.
Je vous promets que j'écouterai la rediff. J'étais pas, j'étais pas Ça là, marche. j'étais sur un autre live, mais je suis là maintenant. Alors attendez, juste. Il y a ma modo qui est là. Et bah je suis là, je t'en prie, hein. Vas-y. Non, j'ai écouté, mais T'es pas la convaincu? dernière. Non, mais toujours pas. Mais la dernière partie, j'ai pas très compris. Donc, s'il peut juste me répéter. Ok. Euh, sur la dernière partie, je parlais du déterminisme social, du fait que les comportements dont tu parlais, de savoir est-ce que je vais être quelqu'un qui va être plutôt investisseur ou plutôt égalité, Agent, terme ça fait agent aussi partie de de. ton éducation. Ouais. Quand je parlais des agents qui déstabilisent la société. Oui, en quoi? Regarde, déterminisme social. Ok, tu m'as dit qu'il y avait des comportements que, par exemple, fais juste ce qu'il te faut pour vivre, pas plus. Donc, ça crée des gens de gauche. Ensuite, il y avait des personnes qui étaient endoctrinées à scorer. Mhm. Ça vient de où, ça, tu vois? De où? Pourquoi endoctriner à scorer? Pourquoi, maintenant que c'est issu du déterminisme social, donc, c'est quoi la conclusion? J'ai du mal à percevoir l'argumentaire ou le poids de l'argumentaire. Le point que tu disais, c'était que tu vas avoir des individus qui sont plus en capacité de fournir un effort de travail pour justement plus rapidement devenir riches et accumuler des richesses. On est d'accord là-dessus que c'était ce que je te fais pas d'homme de paille. Ben, je parlais du capital, je parlais de l'investissement et de prendre le risque entrepreneurial. Mais ne pas Ouais, mais travailler. tu me disais qu'il y avait des personnes qui avaient cet état d'esprit-là. Parce que tu me parlais des gens médiocres, plutôt, et à l'inverse, tu les opposais à Ben, des gens qui travaillaient, qui investissaient. mais même pas de travail, tout le monde travaille, même la Oui, médiocrité de travail. voilà, ou qui prennent des risques et qui prennent des risques pour s'enrichir. Qui prennent le risque et les responsabilités de leur réussite comme de leurs échecs. Voilà. Et ben ça fait partie aussi de ton cadre familial. Si tu es orienté idéologiquement parlant plus de ce côté-là que d'un autre, ça fait partie de ton cadre familial, ça fait partie du déterminisme social. Ça veut dire que tu as des êtres humains qui vont naître dans des environnements où ils n'auront pas cette orientation particulière à l'investissement ou en tout cas à prendre des risques et même pire encore à avoir une éducation qui leur permet de prendre des risques de façon intelligente. Et ça, c'est un vrai problème. Et quand tu vis dans une société où tu valorises justement ce déséquilibre-là, le déséquilibre ne change jamais, et pire encore, il s'aggrave. Donc, est-ce que si je dirais que la solution, c'est d'apprendre aux enfants à prendre des risques et à devenir des personnes qui scorent pour améliorer la société, tu serais d'accord avec cette affirmation? Alors après, moi, j'ai pas de solution ultime pour avoir la société parfaite, mais en tout cas, de garantir, peu importe l'éducation que tu vas donner au départ, mais de garantir l'équilibre parfait de l'éducation de tous les individus, c'est déjà une bonne chose. Donc oui, si tu leur donnes à tous cette même éducation initiale, les mêmes cartes en main dès le début et les mêmes ressources pour comme point de départ, bah oui, tu vas forcément aller vers une société probablement un peu plus égalitaire. Mais il faut aussi des valeurs qui inculquent des garde-fous. Parce que sinon, il va de nouveau y avoir des déséquilibres. Parfait, parfait. Puis en sachant que moi, par exemple, je voudrais pas augmenter le budget de l'éducation parce que je suis quand même contre l'impôt ou l'augmentation de l'impôt. C'est quelle autre chose qu'il faudrait enlever pour placer cette éducation financière? Comment ça qu'il faudrait enlever? Parce Parce qu'on que peut pas donner on peut pas acheter un cours supplémentaire avec le même budget. Si on veut ajouter quelque chose avec le même budget, il faut enlever une autre chose. alors pour moi déjà la base même réside là-dedans et peut-être que je sais pas si Tony quand tu fais référence à l'anarchisme tu parles de Bakounine, mais pour moi l'investissement prioritaire c'est l'éducation. Donc oui il faut retirer de l'argent aux gens surtout maintenant pour justement maximiser l'éducation et c'est ça qui va stabiliser la société. Donc si tu les mords sur cet investissement-là, pour moi tu mords sur ta société complètement. Éducation plus plus. Bakounine et d'autres, hein. Le Bakounine, Oui oui, c'est c'est même que pas le j'ai en premier. tête Enfin, Dieu et l'État. ouais, ouais, ouais. Mais non, non, c'est même après Proudhon. Mais ouais. L'éducation, quand elle est, comment dire, quand elle a fait ses preuves, je suis d'accord avec toi. Par exemple en médecine, en ingénierie. Mais il y a certains domaines d'éducation qui, dans la société actuelle, je doute de savoir s'ils peuvent être une solution Dis les sociale. termes. Même, Dis les termes. pardon?
Tu Ouais. penses à quoi? Et même en termes d'éducation, tu vois, tout à l'heure, on me disait, tu peux pas définir qui peut voter ou pas voter. En termes d'éducation, c'est une construction, l'éducation, surtout au niveau social. Dans les sciences pures, on va dire, c'est difficile de faire une construction parce que c'est des règles mathématiques. Mais dans, par exemple, l'histoire, les sciences sociales, les travailleurs sociaux, tout ça, c'est une construction de penseurs qui sont sélectionnés parce qu'il y a une gamme de penseurs dans le monde, hein, sur les sciences sociales. Il y a des millions et des millions d'études, mais on va te présenter Tyler, on va te présenter certains penseurs, on va te construire une vision de la profession et de la société à partir de ces penseurs-là. Sur ce point, Donc, je suis vraiment d'accord avec toi. Et pour le coup, ça serait malhonnête de ma part que de pas le relever, c'est que effectivement, de la même manière que qui qualifie ce qu'est un fou du bus, bah, il faut qualifier ce que c'est qu'une bonne éducation. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un problème, hein. Surtout à mon humble niveau, j'ai pas les études pour, je suis pas capable de définir ce qu'il faut apprendre exactement. C'est pour ça que pour moi, la base même, c'est au moins l'esprit critique, la capacité de rechercher les informations sainement, les identifier et les peser de façon le plus sain possible, avant même que de t'inculquer directement, de t'injecter de l'histoire directement, de la géographie, de la politique dans la tête. C'est ta capacité à raisonner entre guillemets par toi-même et à remettre en question justement les informations qu'on te donne, ou en tout cas à les chercher par toi-même. Pour moi, ça c'est la base fondamentale. Par contre, oui, forcément, bah, au bout d'un moment, l'éducation elle-même est un choix politique. Donc oui, comme tu disais, choisir quel penseur tu apprends ou autre. Et ça, c'est un autre problème, effectivement. pour revenir à ça, je trouve que ça touche extrêmement le point de l'économie, l'éducation. Tout, t'as dit, il faut apprendre aux gens à penser par eux-mêmes, à aller chercher par eux-mêmes, tu vois. Encore une fois, c'est la même chose avec l'économie. Donc, il y a du monde qui apprennent à créer leur richesse eux-mêmes, à aller se structurer eux-mêmes. Mais malheureusement, je pense pas que c'est destiné à tout le monde. Même chose, même en intelligence, la nature fait des injustices terribles. C'est pas tout le monde qui se vaut. Des fois, tu vas parler avec un Jack le fou, tu vas avoir des hauts niveaux. D'autres fois, tu vas parler à quelqu'un, il va te parler en homotopie. Il va te faire tu vois? Donc, même au niveau intellectuel. Et c'est pour ça que cette quête d'égalité, je la trouve Là, tu parles de choses, enfin, quand tu parles à bah, un Jack le fou ou peu importe n'importe qui, quand parles à quelqu'un qui a déjà dépassé la vingtaine ou la trentaine, bah oui, il y a déjà le bagage éducationnel en plus des expériences de vie qui sont passées. C'est pour ça que quand je te parle d'éducation, c'est à la racine même dès l'enfance, dès l'adolescence, voire la vie de jeune adulte, où il faut œuvrer, parce que c'est là le plus tôt c'est et plus c'est important en fait. Donc ça c'est fondamental. Après bon effectivement on n'a pas tous la même constitution physique, mais on a quand même en moyenne une constitution à peu près équivalente, que ce soit psychiatriquement, cérébralement on va dire. Et donc dès lors qu'on nous donne les mêmes outils cognitifs et les mêmes outils d'esprit critique, bah on peut atteindre des conclusions tout à fait intelligentes et rationnelles tous ensemble. Peut-être pas toujours les mêmes, mais globalement c'est ça. Et j'ai bon espoir, mais ça c'est forcément je prêche pour ma paroisse, que quand on a les bons outils rationnels et critiques, bah on adopte une pensée sur ces questions-là qui est sensiblement pareille à la mienne. Mais n'importe qui te dirait ça, donc ce qui est logique. Mais pour moi, c'est ça qui est fondamental, c'est l'éducation au plus tôt possible. ouais, je comprends ta vision, même si j'y Je, adhère pas je complètement. citerai juste le rappeur Medine, pour le coup, une fois n'est pas coutume, qui dit vaut mieux construire des enfants forts que de réparer des adultes cassés. Waouh. Je crois que c'est Maurras qui disait vaut mieux une tête bien faite qu'une tête remplie ou quelque chose du genre. Donc Ouais. Et mon père voilà. disait Moi, mesure 2 fois, coupe une fois. toi Diane, est-ce que tu as ta citation à nous partager? Non, j'ai pas de citation particulière. Je trouve que le débat est très intéressant. Mais effectivement, moi, dans ma petite tête à moi, je suis fondamentalement d'accord avec Tony et Lorem. Pour moi, quitte à payer plus cher, il faut plus d'éducation. Parce que c'est le seul moyen qu'on a d'améliorer la société de manière durable, en fait. Explication. Parler de d'arriver à l'éducation, l'anarchisme. c'est quoi? Plus de mathématiques, plus de chimie physique, plus de quoi? C'est quoi qu'il faut dans la Plein de société? choses. Plein de Plus choses. d'esprit critique, comme le disait Lorem. Ça, je suis entièrement d'accord. Il faut apprendre aux gens à réfléchir. Faut leur donner des outils cognitifs plutôt que de leur bourrer le crâne avec des trucs à restituer par cœur. Ça n'a aucun sens. Il faut apprendre aux gens
dès le plus jeune âge les codes de la recherche, mais de la recherche au-delà de la recherche scientifique aussi, mais un peu de journalisme, comment on fait pour critiquer une source, comment on fait pour acquérir des nouvelles connaissances, comment on fait pour critiquer des connaissances de la bonne façon, qu'est-ce que c'est un fait, qu'est-ce que c'est une opinion, comment on fait pour débattre, pas comment on fait pour avoir raison, mais comment on fait pour bien écouter l'autre, bien parler. Enfin, il y a plein de choses qui vont dans ce sens-là. J'ai En tout peut-être cas, t'es pas à l'éducation, mais la culture, parce que t'as bien beau donner C'est 5 les heures deux. de cours par jour à ton enfant, si quand il rentre à la maison, il ouvre TikTok et il regarde Netflix ou des conneries comme ça, crois-moi Ah que bah, il y a forcément là, une part d'éducation des parents. Ça, je pense pas que l'État doit intervenir dans comment les parents éduquent leurs enfants. Par contre, ils doivent proposer, c'est un droit créance, ils doivent fournir le moyen d'accéder à l'éducation. Et oui, ça doit être les mathématiques, l'histoire, l'art, l'art quel qu'il soit, que ce soit la musique et d'autres formes d'art, le sport, etc. C'est tout ça qui fait quelqu'un euh, qui est complet et qui peut avoir de l'esprit critique. Et alors là, j'ai été prof, c'est pas l'argument de l'autorité, c'est juste pour vous dire que pour le coup, je fais pas partie de ceux qui disent que l'école c'est mal foutu, c'est de la merde. En vrai, il y a des problèmes, mais en vrai, en France du moins, les programmes sont plutôt bien faits. Quand on fait l'histoire, on voit ce que c'est une source primaire, une source secondaire. Alors, est-ce que c'est bien fait par les professeurs? Je sais pas. Est-ce qu'ils ont les moyens de faire correctement? Je sais pas. Encore une fois, je fais un clin d'œil à Loremlo. Il va peut-être falloir mettre de l'argent dans le salaire des professeurs. Ou dans plus de professeurs. Et pour qu'il y ait plus de professeurs, il faut qu'il y ait plus de gens qui aient passé les diplômes. Donc il faut qu'il y ait plus d'éducation pour qu'il y ait plus d'élèves qui ont envie de devenir professeurs. Et ainsi de suite. Et c'est un cercle, c'est une chaîne causale qui est très compliquée à changer. Il y a une tu vois, inertie Tony, de fou, en fait. moi, ma vision sur l'éducation est à l'antipode de la tienne. Je pense que c'est un système mal foutu, c'est une usine à salariat. Et à part, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les domaines qui sont très difficiles à être subjectifs, par exemple la chimie, physique, maths, droit, tous ces domaines qui c'est une vraie profession qui s'apprend, mais tout le reste, je vois que c'est de la bullshit faite, désolé hein, pour le terme, mais c'est ma perception, faite pour préparer le monde au marché du travail, faite à être soumis à une autorité constamment, à devoir lever la main pour poser une question. Je vois pas que c'est un système qui est bien foutu et je pense pas que la société bénéficierait de ce système-là. Moi, je pense qu'une question de culture, c'est une question de savoir-faire, c'est une question de production d'économie, d'amour de la patrie. Il y a l'éducation subjective là de ce qu'il faut juger bon ou mauvais ou comment il faut voir la société. Je trouve pas qu'elle est utile fondamentalement. Ouais, mais je nuance. Justement, je te dis pas que dans la forme c'est bien, mais les programmes, l'intention des programmes, c'est plutôt bien foutu par rapport à ce que Diane a énoncé. En France, du moins. Mais encore une fois, est-ce qu'on a mis les moyens pour que la forme soit bonne? Je crois pas. Je crois pas. Et ça rejoint ce que Lorraine a dit. Injecter dans l'éducation et la santé. Et tout le reste en découle. Tout le reste. Il y aura moins de guerres, et donc besoin de moins investir dans l'armement. Il y aura... C'est des effets leviers qui sont sur très long terme. Et c'est des choix de société. Et Mais tu vois, Tony, moi, je suis allé au public toute ma vie, ben, à part pour l'université, parce que les universités, c'est rarement des institutions publiques. Certes financées par l'État, mais rarement des institutions publiques. Euh, c'est pour ça que je veux dans ma vie éviter à mes enfants cette bullshit qui est le système d'éducation publique. Et pour moi, tu peux injecter l'argent que tu veux dans ce système-là. C'est pas un système qui pousse l'enfant par construction sociale ou je sais pas c'est quoi le terme à être le meilleur et à vouloir une bonne place dans la société. Je sais pas comment décrire. Je trouve Mais que c'est tu vois, tu vraiment retombes dans ton travers. Enfin, dans ton travers. Tu retombes dans notre désaccord et la vision du monde. Est-ce Ouais. qu'on est là pour nous pousser à être le meilleur? On est là... Pour moi, non. On est là pour s'épanouir. Et toi, tu vas Et, me dire, euh, on s'épanouit en étant le meilleur. et de fait, sur la pas de- forme, juste sur ça, sur la forme, bah, je suis pas trop d'accord parce qu'effectivement, bon, sur le fond, je sais pas si c'est optimal ou quoi, peut-être, hein, ça, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Sur la forme, je te rejoins. Pour moi, c'est pas optimal, mais j'ai pas l'impression que je te rejoins pour les mêmes raisons. C'est que quand on voit le système de notation, quand on voit effectivement même les systèmes de punition qui peuvent être appliqués, alors surtout que bon, je prends peut-être mon cas personnel et c'est peut-être pas une bonne chose, mais j'ai fait collège-lycée privé catho
où bah oui, c'était très très là-dessus. C'est si tu faisais pas tes devoirs, on te punissait, on s'en foutait de savoir si c'était pour du stress accumulé ou quoi, peu importe. Et bah le système de notation était omniprésent et du coup, t'étais dans une compétition constante. Bah pour moi, c'est ça qui pousse à l'individualisme pur, de dire bah je veux faire mieux que les autres parce que je vois les notes des autres, parce que alors que pour moi, justement sur la forme, un système éducatif qui fonctionnerait mieux se baserait pas là-dessus. J'ai pas encore une fois pas de solution parfaite, mais je peux envisager des systèmes sans notes où justement tu privilégies l'échange en premier et pas le fait que l'autre soit meilleur que toi. Et ça, pour moi, c'est assez fondamental. Je comprends la vision, mais pour répondre à Tony, qu'est-ce qu'il avait dit avant, vouloir le meilleur pour soi, c'est pour moi, c'est un impératif. Et ça passe beaucoup plus, c'est beaucoup plus important que l'émancipation. Parce que vouloir le meilleur, c'est offrir les meilleures conditions à tes enfants, à ta famille proche, même médicalement parlant. C'est ne pas être obligé d'attendre 3 mois ou 4 mois pour voir un médecin. C'est se donner le meilleur. Et je peux comprendre pour ce que Loremlo a dit que des fois, ces stress de performance ou cette compétition peut créer, je sais pas, de l'individualisme au max, mais c'est calqué sur le modèle naturel. Dans l'état de nature, l'être humain doit chasser pour se nourrir. Il doit accumuler ses biens. Et on n'est pas très loin, même si on a des civilisations aujourd'hui, on reste le même humain qu'on était à l'état de nature. Et Est-ce donc, que tu on a les ne mêmes. ferais pas un petit sophisme là? Ça serait quoi Tout le sophisme? petit. Un tout petit appel à la nature. Ah, ok. Ridicule, Ouais, tout c'est petit. ça. Ben, attendez, l'être humain, quand je fais un appel à la nature, vous reconnaissez l'état de nature ou vous reconnaissez pas l'état de nature? Qu'est-ce que t'appelles l'état de nature? C'est l'être humain avant les sociétés comme on connaît aujourd'hui. Ok, d'accord. Donc l'être humain à l'époque où il frappait son voisin parce qu'il avait besoin de manger, l'être humain à l'époque où il violait les femelles parce que, enfin, il vait les femelles parce que c'était comme ça que Oui, ça se passait. l'être humain, Ce truc-là, quoi. Oui, l'être humain à l'époque où la loi de l'homme n'était pas encore établie, donc on agissait selon la loi de la nature. Et du coup, toi, t'as envie de retourner à ça dans l'éducation, toi. Ben, je dis juste que ce qu'on est aujourd'hui, ben, c'est une évolution qui a été faite par des milliers d'années de taper de cailloux sur la tête de son voisin, tu vois. Et après taper la tête sur la tête de son voisin, on a évolué, on a compris des choses, mais on est toujours les mêmes. On est toujours les mêmes, on a toujours besoin de nourriture pour survivre, on a toujours ces instincts de reproduction, on a toujours ces instincts de socialisation. On a évolué pour ça, tu vois. On a évolué dans un monde où les lois de l'homme n'étaient pas présentes pour la plus grande majorité du temps de notre évolution. Et donc, Oui, mais à partir de là, ben, on est dans un monde qui est injuste. Il y a des injustices entre les hommes. Et j'en arrivais où avec ce point-là? On parlait de quoi avant ça? C'était le... en fait, tu parlais de ça parce que on discutait du côté Ah oui, compétitif de individualisme. Oui, l'éducation. individualisme. Exactement. Donc, nous donner une éducation qui repose sur ces aspects fondamentaux de la survie, de se donner les meilleures conditions, se donner les meilleurs environnements, se donner à fond. Pour moi, c'est quelque chose qui amène une société à être beaucoup plus performante dans tous les aspects, hein, même le social, que dans un système sans notation ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, Et on tu a dis, deux j'ai pas de solutions. solution. Et attendez, juste pour finir, tu dis, je sais, j'ai pas de solution parfaite, tu voudrais sans notation. Moi, l'amélioration que je pourrais proposer, puisqu'on propose des améliorations, ça serait un système de notation basé sur les réalisations. Donc, au lieu d'avoir toujours du théorique, du théorique, du théorique, oui, on va avoir le théorique, mais les examens, ça va être des cas pratiques ou des cas de figure. Et on va être jugé sur si qu'est-ce qu'on a fait amène des résultats positifs ou négatifs. Donc, en fait, on a deux solutions. Soit on part du principe qu'effectivement, tu as raison, il faut rester dans la compétition et les meilleurs seront les meilleurs et ils guideront la société et on rentre dans un concept qui est quand même un chouïa dictatorial que moi j'aime pas trop. Soit on part du principe qu'on essaye de donner les meilleures chances à tout le monde pour tirer toute la société vers le haut. C'est un choix politique qui est soit l'individualisme, soit la collectivité. Après, c'est un spectre, hein. Il n'y a pas que un côté ou que l'autre côté. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se demander d'où vient la civilisation. La civilisation, c'est l'entraide. La plupart des gens qui étudient les civilisations humaines ou qui s'accordent à peu près à dire qu'il y a certains animaux qui forment des sociétés, c'est l'entraide, notamment envers les plus faibles. On marque notamment, c'est une métaphore, hein, c'est une allégorie, c'est pas une vérité vraie, la première civilisation humaine à la première fracture de la jambe soignée. Parce qu'en fait, une fois que tu as une jambe fracturée, tu peux plus chasser, tu peux plus avoir à manger, tu vas finir par décéder tout seul dans ton coin.
Donc on part du principe que c'était ça le début de la civilisation. Donc on a deux solutions. Soit on continue dans l'aide du plus faible et on continue dans cette direction-là qui a l'air de plutôt bien fonctionner, soit on va dans un individualisme et on part du principe que à partir du moment où on part dans un individualisme, il va y avoir des dérives violentes, des dérives totalitaires, des gens qui vont s'accaparer le pouvoir et qui vont opprimer les autres. Et ça, c'est une question de vision de la société. Ça dépend de ce que toi tu veux. Mais moi, je suis très hobbesien dans ma vision de la société, du contrat social. Je pense que la raison de pourquoi on a des sociétés ou des civilisations, c'est parce que l'homme, comme disait, est un loup pour l'homme, comme il peut être un dieu pour l'homme. Ça veut dire que si on n'arrive pas à se mettre en société, on va s'entretuer. Et donc, pour notre survie, on est mieux de s'allier et avoir des sociétés. Je pense pas que la prémisse de la civilisation, ça soit l'entraide. Je pense vraiment que c'est la survie de l'espèce et de pas se faire attaquer par son voisin. Fait que le voisin, j'ai donné un coup de roche sur ta tête, il m'a amené son ami pour me donner un coup de roche sur ma tête. J'ai plus envie qu'on se donne des coups de roche sur nos têtes, donc on va se mettre ensemble. Et c'est ça pour moi, c'est la je vais reformuler la question parce qu'elle était pas claire, je te l'accorde. Est-ce que tu préfères qu'on apprenne aux enfants dès le plus jeune âge l'entraide, ou est-ce que tu préfères qu'on apprenne aux enfants dès le plus jeune âge l'individualisme et le fait d'écraser les plus faibles? Bon, l'individualisme, ce n'est pas écraser les plus faibles, mais l'un n'exclut pas l'autre. Je peux apprendre à mon fils ou à ma fille l'entraide, comme je peux lui apprendre de s'aimer, de se donner tout pour elle et d'être le meilleur. Et avec ces valeurs, les deux valeurs acquises, elle aura les moyens de pouvoir aider les autres. Parce que si on est personne dans cette société, qu'on a un petit salaire, qu'on génère pas d'argent, on peut avoir toutes les bonnes intentions du monde, mais ils pourront rien changer. Alors que s'ils se donnent le meilleur, qu'ils sont dans les meilleures positions sociales, et en plus de ça, qu'ils ont une vision d'entraide, eh bien, ils pourront changer beaucoup de choses. Oui, on est d'accord. Donc, il faut pousser les enfants, dès le plus jeune âge, à l'entraide. Non, on leur apprend l'entraide, mais je vais pas les pousser à l'entraide. Je vais les pousser à d'avoir la meilleure position pour eux. Non, mais en fait, c'est du conditionnement, dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que soit tu apprends aux enfants que l'entraide, c'est important, et donc, dans un certain sens, tu les endoctrines, entre très gros guillemets, en disant qu'il faut s'entraider, surtout quand on est plus fort que les autres, parce que c'est de notre responsabilité de protéger les plus faibles. Soit tu leur dis, tu dois devenir le plus fort possible pour toi, mais faire un entre-deux en disant tu dois devenir le plus fort possible pour pouvoir aider les autres, mais en même temps, t'es pas obligé d'aider les autres, parce que aider les autres, c'est pas important, mais c'est important quand même. C'est un peu contradictoire. Ok, aider les autres, je veux leur apprendre, aider ton frère, ta sœur, ta mère, ta famille, tes amis proches, les autres, t'as raison. Les autres, là, qui sont pas dans cette sphère proche, comment dire, c'est volontaire si tu veux aider ou non. T'as pas d'obligation. J'ai coupé mon micro, pardon. Vas-y, Lorraine. Ça pour le coup, bon, c'est de privilégier d'abord son quartier, puis sa ville, puis son pays, puis d'abord sa mère, sa famille, et après pour le quartier, on y pensera deux fois, mais on commence par privilégier sa mère, sa famille et ses amis. Ok, je comprends. Ça, c'est un point de vue très intuitif qu'on a tous. Le truc, c'est que si tu fais ça, ça ne fait pas disparaître l'existence de tous les autres. Et si tout le monde raisonne comme ça, c'est comme ça que tu génères du conflit, justement, et que tu génères des guerres. Typiquement, tu vois, par exemple, là, il y a un réchauffement climatique qui est assez globalisé. Nous, en France, même si en ce moment c'est relativement insupportable, mais on arrive à s'en sortir à peu près parce qu'on peut s'acheter des climatiseurs, c'est pas cher, etc. Enfin, c'est pas cher. Ça dépend en plus des gens. Et le truc, c'est qu'il y a des gens dans des pays beaucoup plus pauvres et dans lesquels les chaleurs augmentent beaucoup plus drastiquement, qui vont se retrouver dans des situations où ça va être étouffant. Et surtout, on n'a jamais pensé à eux parce que d'abord, on a pensé à notre quartier. Et donc, tu vas te retrouver à un moment donné où ces gars-là ou ces femmes-là vont se déplacer d'un pays à l'autre de façon très massive parce qu'elles n'auront pas d'autre choix que de le faire. Et là, toi, tu vas appliquer toujours la même politique qui est de dire, je privilégie moi mon côté. Et donc, je dresse des murs où je commence à les caillasser pour surtout pas qu'ils rentrent. Et le conflit sera permanent. Le conflit sas et destructeur, autodestructeur pour le coup. Donc, quand tu raisonnes local, alors c'est normal de le faire dans son quotidien, mais quand tu as une vision politique où tu raisonnes uniquement local, t'es sûr de te tirer une balle dans la tête. Et en fait, on le constate empiriquement, au global. C'est exactement là que je voulais aller. Là, tu pars d'une vision individuelle de la société à une transposition politique sur une politique de climatisateur, tu vois. Je comprends. Non, c'est un exemple. Oui,
Bien sûr, j'ai compris que c'est un exemple. Je comprends ce qu'il essaie d'exprimer, mais je pense que la conclusion, à savoir que ça crée toujours des conflits parce que les personnes vont se déplacer de chez eux à 40 degrés sous le soleil jusqu'à chez toi pour vouloir tes climatiseurs, puisqu'ils n'en ont pas chez eux, puisque moi, j'ai pensé quartier Non, non, avant de t'attardes penser pas le sur monde. l'exemple. Mais attends, mais pourquoi eux? Mais pourquoi eux, là? Ils ont pas pensé quartier avant de penser le monde. Pourquoi ils ont pas réglé leurs propres problèmes de climatiseur et ils sont obligés de venir jusqu'à chez moi, bordel, pour mes climatiseurs? Non, Et mais c'est normal que je mette des murs. tu t'attardes sur Attendez, l'exemple. attends. C'est Non, mais pas, c'est pas ça qu'on continue. veut dire. Je continue l'exemple pour Non. montrer mon point de Non, vue. non, 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 parce qu'en fait, c'est pas ça qu'on essaye de te faire passer. Diane, je veux juste finir et après, vous me dites ce que vous voulez. Mais non, eux aussi ils peuvent penser leur propre quartier, eux aussi peuvent se trouver des solutions. Ils n'ont pas besoin que moi, dans un pays avec des climatisateurs, commence à penser pour eux. Moi, j'ai déjà ma mère, mes enfants, ma famille, c'est déjà très difficile de subvenir à leurs besoins. Si je commence à penser à leurs climatisateurs à eux, moi, j'en aurais pas. Non, mais tu comprends pas. Le truc, c'est que quand tu penses quartier d'abord et puis que tu t'expands, etc., tu vas forcément privilégier les gens qui sont nés par pure chance dans les endroits les plus riches. Et c'est tout simplement ça, le truc qu'on essaye de te souligner. Et ce qu'on essaye surtout de te souligner, c'est que si tu dresses une société où tu éduques les enfants à dire, bah, tu vas d'abord aider ta famille, puis tu vas aider tes amis, puis tu vas aider ton quartier, puis tu vas aider ta ville, eh ben, tu vas forcément te retrouver avec une société qui va refléter cette éducation-là. Donc, tu vas créer une société qui va être profondément identitaire, qui va être profondément communautaire, et du coup, tu vas vraiment augmenter les inégalités déjà dans ton propre pays, mais au-delà de dans ton propre pays, aussi dans le monde. Et ce qu'on voulait dire avec l'exemple des climatiseurs, c'est que quand on fait face à une problématique d'ordre mondial, parce qu'on partage tous la même planète et que quand tu as la Chine qui pollue à mourir parce qu'ils s'industrialisent et qu'ils ont aussi besoin de se chauffer et qu'ils ont aussi besoin de clim et qu'ils n'en ont rien à péter des autres que d'eux-mêmes, et ben en fait, ça continue à creuser le fait que les pays qui sont les moins prompts à avoir justement des ressources naturelles ou tout simplement le fait de pouvoir vivre à l'extérieur en été parce qu'il fait 55 degrés avec 100% de chance, avec 100% d'humidité à l'extérieur, c'est-à-dire qu'un être humain ne peut pas survivre à l'extérieur, et ben ça creuse ces inégalités-là. Et la question c'est comment tu fais toi dans ton système si tu endoctrines les enfants à être communautaristes pour les sensibiliser à ces problèmes-là qui à un moment vont poser problème. Encore une fois, le terme communautariste n'est pas anodin dans ton intervention et je pense même que c'est un terme qui est connoté négativement. Mais je leur dis pas soyez communautariste, il faut être avec la communauté et rien d'autre. On parlait de l'entraide. L'obligation pour l'enfant, moi je vais l'endoctriner à tu dois obligatoirement aider ta maman, obligatoirement aider ta famille et le reste, c'est pas des obligations, tu le fais en fonction de ce que ton cœur te dit qui est bon ou mauvais. Et encore une fois, par exemple, là, tu me donnes l'exemple de la Chine. Moi, je suis sur Terre et je vois que la Chine pollue en malade. On leur a demandé d'arrêter, ils continuent à le faire. On n'a pas les capacités militaires, financières ou je ne sais pour les restreindre. Alors là, qu'est-ce que je fais? Il y a plusieurs options qui s'ouvrent à moi. Soit je vais dans la rue, je manifeste et je dis que c'est injuste, ou soit je m'adapte et je trouve une solution pour que leur merde ne vienne pas m'impacter moi. Donc peut-être prendre un terrain, avoir plus d'arbres, avoir des filtreurs d'eau, avoir mon propre terrain, m'assurer que même si demain le monde brûle, eh bien moi c'est correct, j'aurais pas besoin de subir la merde des Chinois. Tu comprends? Désolé, il faut pas que je dise ça sur TikTok. J'aime beaucoup la Chine, vive le gouvernement communiste chinois. Mais bref, c'est cette vision d'être dépositaire de la douleur des autres. Oui, il y a un problème mondial. T'as raison. Donc moi, Chulama, en tant qu'individu, je dois penser le monde plus qu'un problème mondial? Non. Il y a le problème mondial, ça m'importe peu. Mon problème, moi, c'est de survivre à ce problème. C'est de m'adapter dans cette société. C'est de m'assurer que mes enfants et mon cercle proche aient tout ce qu'il faut pour avoir un confort. Le reste, je vais peut-être avoir l'air méchant, mais j'en ai rien à faire. Je suis désolé pour les personnes qui souffrent. Je suis vraiment désolé. Mais moi aussi, je souffre et je dois aider mes proches parce que c'est ceux qui comptent sur moi. T'as le droit, mais le problème c'est que ce qu'on essaye de te faire comprendre, c'est que si tout le monde pense comme toi, le monde va droit à sa perte. Et c'est pour ça qu'on essaye d'en discuter avec toi. C'est au-delà de ça, Mais attendez, il faut démontrer. Pourquoi? Ok, partons du postulat. Si tout le monde pense pour soi et pour sa famille proche en premier,
Le monde, tu m'as dit, le monde va disparaître, va aller mal, c'est ça? Je dis, Ah, le moi, monde va droit à sa perte. Et ok, je peux le le monde va démontrer droit à de sa manière, perte. je peux le démontrer de manière relativement simple, juste avec des exemples historiques. Quand tu vois, par exemple, la manière dont les pays se sont industrialisés sur les 150 dernières années, tu te rends compte que, eh ben, les inégalités se sont creusées, que l'individualisme et l'ultracapitalisme a créé un pays comme les États-Unis, où tu as littéralement les gens les plus Mais là, pauvres de la planète. ça répond pas à pourquoi si tout le monde pense comme moi, le monde va à Bah, en sa fait, perte. si tu me laisses aller jusqu'au bout, peut-être que tu auras l'info. Mais il faut vraiment me laisser aller jusqu'au bout du raisonnement, par contre. Donc, Ah, en il est l'occurrence, impatient, ça va. Il est impatient. Vas-y, Diane. donc ça crée des pays comme les États-Unis où tu as littéralement les gens les plus pauvres qui côtoient les gens les plus riches de la planète. Et donc, ça crée une violence très très grande parce que tu as un Elon Musk qui va avoir une fortune qui va représenter le PIB de la majorité des pays dans le monde à côté de gens qui sont pas capables de se nourrir correctement tous les jours. Et ça crée un climat de violence parce que tu dis bah voilà, je vais me sécuriser, je vais me mettre en sécurité, etc., etc. Mais le fait de réfléchir à ça, de réfléchir comme ça, tu vas pas avoir une répartition communiste du monde. Tu vas pas avoir le gouvernement qui va découper ton pays en disant bon bah voilà, on a X habitants, donc il faut X mètres carrés pour chacun pour que ça marche, etc., etc. Et en plus de ça, tu oublies complètement le concept de surpopulation, le fait que la majorité des terres de la planète sont pas des terres arables, donc sont pas des terres qui sont utilisables de manière dans l'agriculture. Donc tout ça, c'est des questionnements qu'il faudrait se poser à l'échelle globale, qu'il faudrait se poser en termes d'entraide. Mais si toi tu dis, bah je réfléchis d'abord à moi et à mes proches, et que tout le monde fait comme ça, il y aura personne pour organiser le monde de manière équitable pour que chacun ait juste accès à ce dont il a besoin pour vivre. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le truc que je pointe du doigt ou pas? Je trouve que la conclusion ne démontre pas ton affirmation. Et je trouve que aussi le cheminement pour arriver à cette conclusion, elle implique plusieurs choses qui ne me regardent pas et qui ne regarderaient pas le monde qui pense comme moi. C'est-à-dire que Comment si on ça qui te pense regarde d'abord, pas? oui, Je comprends pas. exactement. Moi, d'abord, si les personnes qui ont de la difficulté à se nourrir, t'en as parlé, moi aussi, ma famille a de la difficulté à se nourrir. Donc, première étape, est-ce que c'est de nourrir les personnes qui ont de la difficulté à se nourrir ou nourrir ma famille? C'est ça ma pensée. C'est il y a des gens qui souffrent, ok, ma famille souffre aussi. À qui dois-je arrêter la souffrance en Non mais premier? premier degré, t'as du mal à remplir ton frigo? Ben peut-être pas maintenant, mais fut un temps Ah, où ça aurait peut-être pu pas être une maintenant. réalité. Donc c'est un faux problème. T'es en train de me dire j'ai du mal à remplir mon frigo, mais c'est pas vrai déjà. Mais il y a d'autres choses que j'ai des difficultés, par exemple. Oui, J'ai il de y la a d'autres choses, difficulté à mais là on mettre, parle de manger. oui, mais manger, Dieu merci, ces temps-ci, ça se passe bien, mais il y a des moments où ça peut être difficile. Et avant de penser le monde, avant de penser aux personnes qui en Afrique ont faim, ben je vais penser à moi. Et même quand je vais avoir réglé ce problème de la faim, ben je vais penser, ok, les vêtements. Ma famille, est-ce qu'ils ont des beaux vêtements? Non. C'est à eux que je vais penser avant de donner des beaux vêtements aux personnes que je connais pas. Est-ce que mon quartier est sécuritaire? Est-ce que ma famille est sécuritaire dans ce quartier? Oui ou non? Donc je vais Mais penser à eux. on a bien Attends, mais compris. juste Non mais pour te tu te montrer que- répètes. Mais attends, Tu te Diane, répètes. je termine avec cette phrase, juste pour montrer que, en pensant comme je pense, on pense aux problèmes qui sont sous nos yeux. On pense aux problèmes qu'on peut régler dans l'immédiat pour améliorer la condition de vie des ceux qui nous sont proches. Donc, si tout le monde agissait comme moi, il y aurait plus d'attaques dans les rues, il y aurait plus de V dans les rues, il y aurait C'est plus pas vrai. de drogue dans les rues parce que tout le monde prendrait les meilleures décisions pour protéger les siens. Non, c'est pas vrai. C'est exactement le contraire qui va arriver parce que tu vas avoir des gens qui de facto vont être nés dans des situations où ils ont plus de moyens et où pour eux remplir le frigo n'est pas un problème, qui vont faire face à des gens pour qui la seule solution ce sera d'aller menacer les gens riches pour avoir à manger. Tu vas forcément créer de la violence si tu crées des inégalités. Toutes les études de sociaux en criminologie sont d'accord là-dessus. Il y a un consensus par rapport à ça. Et tu peux pas le nier, sinon tu es dans la négation de la réalité. Je ne nie pas que la pauvreté peut entraîner ou pousser à faire de tels actes, mais je suis en totale opposition de dire que si tout le monde pensait à soi et sa famille, ça créerait de la pauvreté. Au contraire, au contraire. Ça créerait seulement de la richesse parce que tu vas te battre pour ta famille. Non mais t'as pas compris. Non. Le Ouais. problème, c'est pas
que il faut la manière de penser en soi n'est pas un problème, mais la manière de penser dans le contexte est un problème parce que tu as des gens riches et des gens pauvres. C'est un constat. Quand on est soit dans une famille riche et on a du bol, soit dans une famille pauvre et on n'a pas de bol. Et la question qu'on se pose là maintenant, toi et moi, c'est comment on fait par rapport à ça. Si tu dis on pense d'abord à sa famille, eh ben tu dis aux riches restez riches et ne partagez pas aux pauvres, et tu dis aux pauvres volez aux riches parce qu'il faut d'abord protéger votre famille plutôt que de s'entraider. Parce que personne ne va vous aider. Et il est là le problème. Tu as tout compris. Parce que pour moi, le riche n'a pas d'obligation. Je parle d'obligation, hein. Je parle pas de morale ou ça. Il n'a pas d'obligation de donner sa fortune. Personne lui a donné. Il a travaillé pour. Je vois pas pourquoi le fait qu'il ne veuille pas donner sa fortune, ça fait de lui quelqu'un de mauvais. Ça, c'était la discussion de tout à l'heure. Mais alors, je pense que, justement, on peut prendre un exercice de pensée pour vraiment aller au bout de ce que tu dis là et de ce que Diane a affirmé et que tu as validé. Bon, maintenant, on est en 2040, je sais pas. On a pris plus 10 degrés globalement partout sur la Terre. Et toi, t'es chez toi tranquillement. Et soudainement, bah, t'as plein de personnes qui émigrent, je sais pas, du Mexique ou autre, parce que t'es au Canada de mémoire. Et qui viennent frapper à ta porte, commencer à essayer même frapper aux frontières du pays, et qui veulent entrer de force parce que chez eux c'est juste plus vivable. Et où qu'ils aillent, bah là ils sont en train de s'accumuler, ils sont trop nombreux, donc il fait trop chaud, ils n'ont pas accès aux ressources. Comment tu réagis vis-à-vis d'eux? Bon, ça c'est une question difficile et je vais répondre comme un chef d'État. Donc à nos frontières, il y a des milliers de personnes qui veulent rentrer illégalement, qui veulent venir profiter des ressources. Ils n'ont pas de respect pour notre territoire, ils ne veulent pas passer par les procédures formelles, habituelles. C'est qu'ils peuvent plus, ils sont dans l'urgence. Pardon? C'est qu'ils peuvent. Alors, vas-y, ok. Va jusqu'au bout et je vais continuer l'analogie juste après. S'ils sont dans l'urgence et tout, on va prendre des bouteilles d'eau, on va prendre des baguettes de pain, on va un petit investissement, pas trop, mais pour leur donner le minimum. Mais on leur fait comprendre quelque chose de très clair. Traverser cette frontière sans autorisation et c'est votre vie qui est en danger. Ok. Voilà. Ok, très bien. Donc bon, ils s'accumulent aux frontières, ils ont chaud dans leur pays, mais tu leur donnes des bouteilles d'eau, le minimum syndical pour qu'ils puissent survivre à peu près, même si c'est pas des situations confortables. Ok. Le temps de penser une solution, voir si on peut pas les faire travailler sur la frontière, voir si on peut pas, il y a pas un autre pays qui veut les prendre, et aussi il faut protéger les miens. Les miens, je comprends que c'est difficile pour eux parce que ils ont plus d'eau, mais les miens ils ont encore de l'eau. Et moi, les miens, il faut qu'ils survivent. C'est eux qui m'ont élu. C'est eux qui payent mon système. Donc voilà. J'ai compris. Maintenant, on va prendre la situation inverse. Il se trouve qu'on est encore en 2040. On a pris 10 degrés, sauf que bon bah manque de peau. Le réchauffement climatique a fait que c'est le Canada qui a pris cher. Le Canada et les États-Unis qui ont pris cher plus que le Mexique qui devient, à contrario, une terre où il fait meilleur vivre qu'aux États-Unis, au Canada. Bon, je sais pas par quel miracle géographique ça pourrait arriver, mais c'est le cas dans l'exercice de pensée. Donc là, c'est toi qui fais, avec ta famille, qui subit des températures de 50 degrés dans des taux d'humidité affolants. C'est abominable, tu ne peux plus vivre. Il n'y a plus aucune solution qui marche parce que ton pays, ta géographie n'était pas adaptée à une augmentation aussi drastique des conditions de vie. Donc la seule façon de survivre, c'est de se barrer de vos terres. À court ou moyen terme, voire à long terme, c'est la seule façon de faire. Et t'arrives, du coup, tu immigres, tu essayes de changer de pays. Et bah on te met juste quelques bouteilles d'eau et de quoi survivre, et toi tu peux pas rentrer. Et on te dit bah tant pis, moi je dois sécuriser mon pays en amont. Et là toi tu vois tes enfants qui commencent à mourir de faim, mourir de soif, les plus faibles dans ton entourage qui souffrent et qui passent de vie à trépas. Et parce que bah oui, il faut attendre de trouver un pays ou une solution qui permettra de garantir tout le monde. C'est quoi ta réaction, toi qui veux protéger ta famille? Bon, donc je vais répondre en 2 points. Le premier point, c'est juste pour être mesquin. Je vais dire, j'ai la double nationalité, donc je partirai dans l'autre pays. Mais bref, je crois que c'était pas inclus dans l'équation. La deuxième truc, c'est vrai. Je te concède que je vais être là au bord de leur frontière avec ma bouteille d'eau en plastique et je vais être en train de les injurier. Je vais crier à l'injustice. Je vais me sentir comme une merde. T'as raison. Mais c'est leur pays, c'est leurs règles. C'est eux qui sécurisent leur nation. S'ils veulent pas me laisser rentrer, qu'est-ce que tu veux que je fasse à part crier ou pleurer? Donc si je me retrouve ta grand-mère qui meurt à côté, tu dis bah oui, bah c'est leur pays quoi, c'est comme ça. Comme je t'ai dit, je vais me révolter, je vais pleurer, je vais dire c'est injuste. Grand-maman, si on était rentré au Mexique, t'aurais pu voir un docteur et je vais pleurer, oui. Mais à la fin de la journée, moi je suis un individu. Si je traverse la frontière, je me fais tirer une balle.
Je vais trouver une solution. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays qui peuvent nous accueillir? Est-ce qu'il n'y a pas une façon de demander l'asile quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va m'aider? Comment moi, en tant qu'individu, je peux m'améliorer ma situation à ce moment X? Est-ce que je vais rester au bord de la frontière et voir d'autres personnes continuer à mourir en espérant que le Mexique me laisse rentrer? Je vais me poser ces questions. Tu vas donc réfléchir, tu vas te poser ces questions. Pendant ce temps-là, bah oui, il y a tes enfants en bas âge ou les gens plus âgés qui vont mourir. Il y a probablement même des mecs seront moins consciencieux que toi, qui se disent pas, c'est leur pays. Moi, je veux survivre, donc j'y vais. Donc tu vas voir ton frère prendre une arme, courir jusqu'à la frontière et peut-être se faire pragmatiser. Mais ça, bah, tu vas trouver la solution. Et est-ce que tu te dirais pas dans ces cas-là, bah merde. Quand on avait le temps de réfléchir à toutes ces questions de façon globale et de dire, bon, on va essayer de globaliser la réflexion avant qu'on soit dans ces problèmes-là, de pas penser initialement qu'à soi, parce que penser qu'à soi, c'est ça qui engendre des déséquilibres et qui du coup a abouti à cette fatalité-là. Bah plutôt que c'est dommage, on aurait pu faire mieux. Tu sais, je me dirais pourquoi les Mexicains ils ont réussi à faire ce que nous on n'a pas fait. Pourquoi nous on savait que qu'on arrivait dans une situation critique comme ça, on voyait le mur devant nous, mais on a continué d'y aller en voiture. Donc j'aimerais bien poser une question. Oui, donc je termine. Donc oui, je vais nous trouver complètement débiles, mais je vais pas dire que je vais pas nous déresponsabiliser. C'est nous qui avons été trop stupides pour voir le mur qui arrivait. Mais je comprends pas. Depuis tout à l'heure, tu nous dis, ouais, je vais mettre ma famille avant tout, je mets ma famille avant tout, j'apprends à mes enfants à d'abord mettre leur famille avant tout. Et là, bizarrement, tu te dis, ah non, les frontières du pays d'en face sont plus importantes que ma famille. C'est quand même deux discours drastiquement différents. Mais Diane, même si je voudrais rentrer au Mexique avec ma famille, tu crois que je peux le faire? Juste, je rentre comme ça, bonjour, alors que eux ils veulent pas qu'on rentre? C'est pas une contradiction, c'est une réalité des choses dans le cas de figure qui m'a été présenté. C'est une contradiction. Tu as deux solutions. Soit tu mets ta famille en avant et tu mets ta famille avant tout. Et donc, si tu te retrouves dans une situation où soit ta famille va subir des conséquences drastiques de quelque chose pour lequel tu n'as aucun contrôle, et tu fais face à une administration difficile, certes, mais tu fais ce qu'il faut faire, même si c'est illégal, soit il y a des choses comme le respect de l'autre et le respect des lois de l'autre qui passent au-dessus des besoins de ta famille. Et à ce moment-là, bah, tu laisses ta famille mourir dans un coin et tu respectes les lois des autres pays. Mais les deux en même temps, c'est incohérent. Attends. J'arrive pas à te suivre. Peut-être que c'est moi qui est lent. Donc, dans un premier cas, je dis que je veux mettre ma famille et leur meilleur intérêt de l'avant. Et dans un deuxième cas, on est dans une situation où un État veut pas me laisser rentrer alors que je souffre. Et tu dis que puisque moi j'ai décidé de mettre ma famille à l'avant, je suis d'accord que cet État mette ces lois-là. La réalité est que oui, je suis d'accord que le Mexique puisse mettre les lois et qu'il décide qui rentre à leurs frontières ou non. Je vois pas l'incohérence dans mon propos. Et encore une fois, dans la situation que l'OREM a proposée, il y a plusieurs solutions possibles. Mais je suis allé dans son sens. Mais faire le meilleur choix pour ses enfants, c'est quand tu vois le mur arriver, planifier, comme je t'ai dit, ta propre source d'eau, un puits, trouver quelque chose. 2, voir s'il n'y a pas une possibilité d'immigration avant que tu arrives à cette position. C'est de toujours prendre les meilleurs choix pour assurer la survie de tes proches. Si, par exemple, on pense comme moi, donc 5 ans avant que la crise que Lorem a décrite dans son exemple arrive, ben je déménage en Islande où je fais déjà mes papiers au Mexique. Comme ça, quand toute la merde va tomber, que toutes les personnes qui comptaient sur le gouvernement pour les aider vont être sur la frontière en train d'espérer, moi qui a pensé à moi et mes proches avant de penser le monde, je vais être dans une situation confortable avec mes proches. C'est comme ça. Mais ça, c'est parce que justement, tu as la chance d'être né au bon endroit pour avoir le temps de te poser ces questions-là. T'es pas une personne qui travaille depuis ses 14 ans parce que sinon il n'était pas capable de manger, qui n'a pas le temps de faire des papiers, de se renseigner, de réfléchir. T'es quelqu'un qui a eu la chance d'être éduqué, t'as pas dû quitter l'école, t'as eu l'occasion de faire des études. C'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est forcément des gens comme toi qui vont réussir à prévoir les choses, et il y a des gens qui n'en auront ni le temps, ni l'énergie, ni les moyens. Nous, la question qu'on te pose, c'est qu'est-ce qu'on fait sociétalement pour ces gens-là? Moi, je suis né à Alger, tu vois, donc je pense pas que c'était le meilleur endroit où naître. Mes parents ont fait le meilleur choix pour leurs proches, donc pour moi et ma famille, d'immigrer dans un pays qui offrait beaucoup plus de chances. Donc, je suis au Canada aujourd'hui, et voilà. Je comprends pas le point que tu essayes de soulever. Moi, je considère pas être né dans le meilleur endroit du monde, je considère pas être venu des meilleures sphères, mais dû à des personnes qui ont pris les meilleurs choix pour moi, j'ai pu acquérir ça, tu vois. Et si je pensais le monde avant de penser ma communauté ou mes proches,
ça voudrait dire que je devrais penser à comment, moi, avoir la scolarité canadienne en étant en Algérie. Au lieu d'aller au Canada avoir la nationalité. L'éducation, je veux dire. D'accord, oui. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tes parents n'ont pas fait le meilleur choix. Ils ont pris le choix qui était le meilleur juste pour eux, donc de se barrer dans un autre pays parce que c'était mieux Pour nous eux. aussi, pour nous aussi. Pour- oui, et même pour, globalement, pour ta et même famille. globalement quand tu fais l'analyse des choses, puisqu'ils sont dans un pays avec une meilleure économie, ils peuvent envoyer plus d'argent aux personnes qui sont restées en Algérie que s'ils étaient restés là-bas, tu vois. Oui, mais donc ça veut dire que tous les Algériens, s'ils avaient été stratégiques, auraient fait la même chose qu'eux. Donc en fait, il y aurait un moment où tous les Algériens se seraient barrés dans d'autres pays. Oui, beaucoup d'Algériens veulent se barrer du pays. Malheureusement, avec l'immigration, c'est pas tout ce qui arrive, mais énormément d'Algériens, stratégiquement, cherchent à partir de leur pays pour avoir une meilleure situation pour leur famille. Oui, d'aller dans un système qui a été mieux pensé initialement. Pour aller Système profiter capitaliste qui permet, dans un système capitaliste qui permet plus l'accumulation de richesses. Non, pas nécessairement. C'est que l'Algérie, ce qui fait que ça fonctionne moins, est-ce que c'est seulement parce qu'il n'y a pas de capitalisme en Algérie? C'est un communisme l'Algérie ou c'est une anarchie? C'est un socialisme, oui, c'est un socialisme. Et donc qui ne fonctionne pas sur les lois du marché, qui n'a pas d'extrême richesse. L'économie du pays se bâtit sur l'extraction de leurs ressources premières. Il n'y a pas beaucoup d'attractivité des entrepreneurs comme en France. Il n'y a pas des industries florissantes, il n'y a pas d'emplois autant que en France, dans les pays occidentaux. Donc les personnes veulent immigrer pour se donner une meilleure situation à eux et à leur famille. D'accord, donc ils immigrent dans des pays capitalistes pour ça. Ok. Après, moi, je connais pas suffisamment l'Algérie, donc là, pour le coup, je pourrais que être ignorant. Dans les commentaires, ils me disent un socialisme MDR, c'est un socialisme militaire, mais c'est le gouvernement a des sociétés d'État qui font ramener son argent. C'est comme le pétrole, ça appartient à l'État. Le monde paye, je sais pas combien de pourcents d'impôts. C'est très socialiste. Hein. Tout ça pour dire, je pense pas que penser pour soi, pour ses enfants et sa maman va faire un monde, un endroit plus triste ou plus mauvais. Au contraire. Il faut arrêter de penser le social. Il faut penser à soi et la journée où ça va arriver, tu vois tout le nationalisme mal placé, le nationalisme identitaire, les guerres de territoire, tout ça, ça va disparaître parce que quand on pense à la vie de nos proches, on s'en fout de ces considérations-là. Toutes ces considérations viennent du social, viennent d'une identité, d'un groupe qu'on veut se forger. Alors que si on se concentre juste à faire le bien à petite échelle autour de nous, et que tout le monde le fait, ça va régler beaucoup de problèmes. Non, d'accord, mais ce serait refaire le même débat encore une fois. Ouais, Vas-y, si tu veux. On va conclure. Merci Choulama. Merci Diane, merci Loremlo. Je suis juste pas d'accord sur la fin. C'est un énorme raccourci que je ne ferai pas, que je ne ferai jamais, de dire que le nationalisme identitaire vient du social. Non, ça vient pas de la mise en commun. Ça vient de l'ignorance et de l'irrationalité. Ça vient pas du social. Et puis c'est pas contradictoire. Hein. On peut privilégier ses enfants et sa famille proche en étant social. Ça c'est évident que ma soeur, ma mère vont passer avant vous et vous allez passer avant les inconnus au bout du monde. C'est pas contradictoire ça. Merci Lorem, t'as un mot de la fin, Diane, sur ce sujet? Non, c'était cool. Le débat était serein, même si on n'était pas d'accord, donc c'était chouette. C'est très agréable. Diane? Non, c'était une belle discussion, j'ai apprécié, merci beaucoup. Trop cool. J'ai pas beaucoup été là, mais merci Choulama, ouais. Par moment, j'ai été taquin, je m'en excuse, mais j'aime bien débattre comme ça et j'ai apprécié vos points, merci beaucoup. Merci à vous trois.